Bonjour à tous et bonjour à Nicolas Offenstadt qui est à Clermont aujourd'hui grâce à l'initiative de Franziska Tager qui doit être dans l'Assemblée, voilà, au fond, qui, je voudrais pas écorcher son titre universitaire, mais qui dépend du département d'allemand et qui a de l'université de Clermont-Ferrand et qui a eu la judicieuse idée d'inviter Nicolas Offenstadt, qui est venu me proposer de venir vendre votre ouvrage à l'issue de la conférence à la MSH qui vient de s'achever. Et j'ai sauté sur l'occasion en disant mais ça m'intéresserait grandement que Nicolas Offenstadt accepte aussi, après la conférence, de venir à la librairie pour échanger autour de son dernier ouvrage qui est paru à l'automne 2018 chez Stock et dont le titre est Le pays disparu sur les traces de la RDA, qui est un livre qui est passionnant et je trouvais ça fantastique de pouvoir saisir l'occasion de votre passage. Donc je vous remercie d'avoir accepté de rester un peu plus longtemps à Clermont-Ferrand pour nous, tout à fait, et d'accepter une rencontre dans une librairie qui est une librairie littéraire, qui a un rayon sciences humaines, mais je ne suis pas historienne, je ne suis pas spécialiste de l'Allemagne, et pour autant, votre livre, dont on va évidemment parler, justement, est fantastique de mon point de vue parce qu'il se lit par tout honnête humain, on va dire, qui ne soit pas spécialiste ni de la période, ni du genre. Et c'est justement un petit pas de côté dans le travail d'historien qui est le vôtre et que vous avez réussi dans ce livre. Avant d'entamer la discussion sur ce livre, qui donc est un livre de déambulation, aussi de voyage, vous utilisez ce mot voyage, je voudrais vous faire réagir à deux citations de Régine Robin, que j'avais eu la chance de recevoir en 2012 à la librairie, et qui m'a fait écho avec votre ouvrage. Vous allez me dire si ça fait aussi écho pour vous. La déambulation et la flânerie sont devenues pour moi une posture théorique de réflexion et d'écriture. Je n'arrive plus à penser à partir d'un point fixe, d'une position de surplomb. Il faut que le regard se déplace en même temps que les objets et que la parole, même théorique, soit migrante. Ça, c'était tiré de son livre Berlin Chantier, Essai sur les passés fragiles, qui était paru aussi dans la même collection que votre texte. Et l'autre petite citation que je trouvais aussi pertinente dans notre prochaine discussion, cet excès de mémoire qui nous envahit aujourd'hui pourrait bien n'être qu'une figure de l'oubli, car le nouvel âge du passé est celui de la saturation. Et c'est tiré d'un titre qui s'appelle La mémoire saturée, donc toujours de Régine Robin. Donc avant de commencer à évoquer votre travail, et la manière dont vous l'avez construit et la manière dont nous le lisons actuellement, qu'avez-vous, que vous font dire ces paroles de Régine Robin ? Beaucoup de choses. D'abord, je ne sais pas si les gens qui sont là l'ont lu, mais il y a un livre dont je me sens extraordinairement proche de Régine Robin. C'est pas ce que vous avez cité, c'est le dernier qu'elle a sorti qui s'appelle Roman d'Allemagne, chez Stock, que j'invite tous à lire. C'est un livre absolument merveilleux, de travail d'historien. Elle a une déambulation dans Berlin. Alors elle, c'est pas que la RDA, c'est toute l'histoire allemande, aussi l'histoire du nazisme. Et notamment, elle redécouvre aussi un certain nombre de correspondances. Et notamment, il y a son enquête, et c'est pour ça que je me sens très proche. Elle trouve une correspondance qui s'interrompt le 13 août 1961. Alors je sais pas si ça vous dira quelque chose, mais c'est le jour, le début de la construction du mur. Et donc son enquête, c'était de se dire, c'est une correspondance amoureuse. Et elle se demande s'ils... et l'un et l'autre, est-ce qu'ils ont été séparés ou pas par le mur parce que les adresses correspondaient à deux secteurs différents. Et donc son enquête, c'est de retrouver ces deux amoureux pour voir si le mur les a séparés. Alors je ne vous raconte pas le reste, mais c'est vous dire combien je suis en écho en général avec l'œuvre de Régine Robin. D'ailleurs, je lui ai envoyé le livre qui, je crois, lui a plu, c'est ce qu'elle m'en a dit. Alors je voudrais réagir quand même sur vos citations. D'abord, oui, on avait cette discussion tout à l'heure. La différence de ma démarche avec un écrivain voyageur,
et là je partage tout à fait la première citation, c'est qu'en réalité, il y a 30 ans de réflexion de méthodologie de sciences sociales derrière. Oui, bien sûr. Donc ma déambulation, c'est pas tiens, il fait beau ou j'ai envie de nous promener en Allemagne de l'Est. C'est-à-dire que même quand je suis au fin fond d'une usine abandonnée, je pense en historien, je me dis qu'est-ce que je suis en train de faire là? Et je me laisse pas impressionner par les émotions, par les odeurs, par ce que je vois. Il y a toujours l'idée de dire qu'est-ce que tu es en train de faire, pourquoi tu le fais, et comment tu peux produire de la connaissance, et comment est-ce que cette connaissance, éventuellement, elle peut même être authentifiée. Parce qu'on peut toujours produire de la connaissance, un écrivain produit de la connaissance. Donc d'une certaine manière, je suis tout à fait en écho quand elle dit finalement déambuler pour nous. C'est jamais déambuler comme un écrivain. On discutait de cela tout à l'heure avec Henri qui est là, et c'était aussi savoir, même par rapport à un journaliste, je pense qu'il y a aussi d'autres différences. Effectivement, et cette différence, c'est la posture effectivement théorique, la posture pétrie de sciences sociales en disant ce que je fais à un moment, il va falloir que je le rattache à autre chose que moi-même. Alors que l'écrivain, sa plume suffit, son émotion suffit. Le journaliste, lui, il peut avoir encore autre chose, un type d'enquête, un type de récit. Mais quand on est en sciences sociales, historien ou pas, il y a l'idée qu'on doit restituer quelque chose selon des logiques qui sont quand même des logiques entre guillemets scientifiques, aussi drôles que ça puisse paraître pour un voyage ou pour une déambulation. Donc je suis tout à fait en écho avec ça, on pourra en discuter. Et alors ensuite, sur la saturation et l'oubli, je suis peut-être plus réservé parce que moi, je suis plutôt je suis plutôt partisan de ceux qui disent qu'il n'y a jamais assez de mémoire. Il y a tout un courant d'historiens qui explique toujours trop de mémoire, on est écrasé, il n'y a plus d'histoire, les gens veulent tous que chacun va avoir son passé, alors on va avoir le passé de la rue, le passé des juifs, des noirs, des femmes, des homosexuels, des hétérosexuels, des gens à lunettes, des gens sans lunettes, et donc on va être submergé par le passé de chacun, par son rapport au passé, par rapport à son identité présente. Et moi, j'ai pas aucun problème avec cela, donc je ne crois pas à la saturation. Ensuite, c'est à nous d'hierarchiser. Au contraire, il n'y a jamais, pour moi, saturation du passé. Il n'y a pas de risque. Le risque, c'est la circulation contemporaine des discours brouille les choses, mais ce n'est pas la présence du passé, au contraire. Moi, je pense que l'oubli, c'est vraiment, c'est quand ce passé est effacé. C'est le vrai oubli, c'est pas la saturation. Ça, j'y crois pas. Très bien, c'était pour ça que je voulais vous faire réagir surtout sur ça. Parce que pour parler du livre, on va enchaîner sur votre ouvrage. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, nous sommes donc on va quand même utiliser des termes qui vont être déambulation, voyage, que vous assumez. Vous utilisez même cette formule d'historien de plein air. Je trouve ça aussi on flirte quand même avec une manière d'habiter le monde, presque poétique, même si on a affaire, je suis d'accord, avec des sciences sociales. Donc vous nous embarquez dans un voyage, donc dans cette RDA, vous qui êtes médiéviste, on vous connaît par vos travaux portant sur la Première Guerre, vous vous retrouvez en Allemagne par choix universitaire ou par résidence universitaire, et est-ce que vous aviez à ce moment-là, avant de partir en Allemagne, cette pratique de ce qu'on appelle l'urbex, c'est-à-dire déambuler, aller dans des endroits à l'abandon, en ruine, en décombre, pour aller y faire quoi d'ailleurs? Trouver des traces. Pour aller faire beaucoup de choses. Oui, en fait, nous à Paris 1, on est une grande université, on a de la chance, c'est-à-dire qu'on a plein de propositions de type de professeurs invités. Donc on peut choisir, on ne les a pas toujours, il faut les obtenir, mais on a quand même beaucoup de propositions. Et moi, j'ai saisi celle de la Viadrina, donc de Francfort-sur-l'Oder. Je l'ai négociée, j'ai même négocié, c'était assez facile comme négociation. Normalement, souvent, les professeurs invités, c'est 6 mois. Donc moi, je leur ai dit, non, je ne veux pas venir 6 mois, je veux venir 2 ans. Ils voulaient venir 2 ans sur l'Oder, à la frontière polonaise. Je dis oui, et je ne viens pas si vous ne me donnez pas 2 ans. Alors ils étaient contents, parce que pour eux, voilà, c'était plutôt bien qu'un enseignant veuille venir. Et donc, du coup, c'est parce que j'avais déjà le livre en tête. Et je me suis dit, ça suffit pas de déambuler de temps en temps, parce que j'y allais beaucoup. En fait, j'avais déjà beaucoup arpenté à partir de 2006 l'Allemagne de l'Est. Et je me suis dit, maintenant, il faut que j'aille vivre, il faut que je rencontre les gens au quotidien. Et donc, du coup, j'ai obtenu cette chère invitée pendant 2 ans. Et donc, c'est en fait grâce à cela que j'ai évidemment eu des contacts beaucoup plus ordinaires avec des Allemands de l'Est, même si j'en avais eu. Donc, vous voyez, c'est un projet en fait qui s'est étalé sur une dizaine d'années, l'écriture du livre. Et comme souvent, alors je ne sais pas comment les autres historiens fonctionnent dans l'écriture du livre, mais moi, c'est toujours quand j'arrive pas à répondre à une question que je réponds moi-même. Souvent, quand j'ai une question en histoire, vous allez dans une librairie ou à la bibliothèque, vous dites, est-ce que j'ai trouvé de la bibliographie ? Et puis, si je m'interroge, je sais pas, sur pourquoi les rues de Clermont sont comme ça, je vais regarder s'il y a un historien de Clermont qui me répond. Et souvent, quand j'ai pas la réponse,
Eh ben, je le fais moi-même parce que c'est mon métier, parce que je sais le faire, parce que je travaille sur les documents. Et donc du coup, c'est comme ça que j'avais fait un livre sur l'histoire du chemin des dames, la bataille de 1917, parce que je me promenais là et je me dis, je comprends pas comment ça marche ici la mémoire, des trucs qui vont pas. Et je lisais les bouquins et rien ne me répondait. Et donc du coup, j'ai fait une grosse enquête, là c'était énorme, on était une quinzaine d'historiens pendant 3 ans. Donc on a enquêté sur place et j'ai fait ce livre-là. Mais au départ, c'était du tout, j'ai aucune envie. Je savais pas, je suis la première fois que je... Oui. Oui, je suis allé comme historien, j'avais pour d'autres raisons, peu importe. Et puis plus je me promenais, je trouvais le lieu d'abord très prenant. Moi, il y a quand même, quand vous dites c'est poétique, moi je suis pas contre l'émotion ni la poésie. Et ce lieu, il me prenait. Vous savez, le chemin des dames, vous dites, il y a des dizaines de types qui sont morts dans les conditions qu'on connaît en 14 îles. Puis aujourd'hui, c'est un petit chemin que vous parcourez. Hein. En été, c'est très beau, c'est très paisible. Hein. C'est une petite campagne française charmante. Et il y avait un peu de décalage aussi. Donc tout ça, ça m'inspirait beaucoup. Et donc du coup, j'ai fait un gros chantier de recherche qui est maintenant même paru en poche, donc qui a fait référence. Mais c'est parti de ça, ce lieu. Et l'Allemagne de l'Est, c'est parti pareil du lieu. C'est un lieu qui m'a touché parce qu'il posait un peu. Il y a des parallèles, on dit toujours, ah oui, mais il fait médiéval, 14-18, TDR et où. En réalité, il y a quand même des liens, c'est que c'est toujours des choses aussi, moi, qui me portent. Et cette Allemagne de l'Est qui est en partie en ruine, en partie abandonnée, en partie avec des gens qui ont subi le contre-coup de l'unification, avec beaucoup de violence, c'est des choses qui me touchaient. Et c'est difficile à exprimer par des mots, mais vous savez, il y a des lieux qui sont chargés d'une certaine lourdeur, d'une certaine force en même temps, qui parlent d'histoire, qui parlent du passé, qui vous prennent malgré vous. Hein, alors, il n'y a pas que l'Allemagne de l'Est. Par exemple, moi, ça me fait ça beaucoup dans le nord de la France, hein, dans le bassin minier. Hein, je sais pas comment on peut être dans le bassin minier sans être chargé de tout ce que ça porte comme histoire. De l'humain. Oui, de l'humain, d'une aventure industrielle, de tout ce que ça peut, et de sa destruction, et de ses luttes, etc. Et l'Allemagne de l'Est, ça a cette épaisseur qu'on sent au quotidien, qui est marquée dans le paysage. Et du coup, progressivement, en me promenant, il y a plein de choses comme ça que je m'expliquais mal. C'est-à-dire que les choses ne collaient pas, les gens m'expliquaient les choses, évidemment, mais j'avais envie de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une statue là qui a disparu. Pourquoi est-ce qu'il y a une inscription russe qui est toujours là, mais pas à côté? Pourquoi est-ce que quand j'en discutais avec quelqu'un de Schwerin, tout à l'heure, qui est dans le nord de l'Allemagne de l'Est, aujourd'hui ça doit être en Mecklembourg, je pense. Et à Schwerin, par exemple, il y avait une super statue pour Karl Liebknecht, donc héros de la Révolution allemande, tué en 19, qui n'avait rien à voir avec l'Allemagne de l'Est, si ce n'est que l'Allemagne de l'Est l'a héroïsé. La sculpture est aujourd'hui introuvable, elle est dans des herbes folles, près d'une zone industrielle. Je me dis, c'est bizarre. Elle est là, mais elle n'est plus là. C'est-à-dire qu'elle est là, vous la trouvez physiquement, la statue, mais elle n'est plus là parce que personne n'a jamais la trouvée. Il faut avoir un guide de RDA, il faut passer dans ces herbes folles. Donc j'avais envie de comprendre comment ça marche cette présence-absence, cet abandon. Donc c'est un livre qui est né énormément d'avoir arpenté le territoire. Donc c'est pour ça que je suis écrivain voyageur, mais pour vous dire en même temps pourquoi je suis toujours historien, c'est-à-dire que quand j'allais dans toutes ces villes d'Allemagne de l'Est, j'avais des documents que j'avais toujours des guides de l'époque. Oui, c'est ce que vous... Voilà. Et donc, du coup, par exemple, il y a un guide qui est génial, hein, c'est ma Bible orange, que j'emmène toujours avec moi, qui classe systématiquement par ville, par comment on dit en traduction française, je sais jamais, district, et ensuite par cercle, par arrondissement, pardon, par district et par cercle, tous les monuments pour l'histoire du mouvement ouvrier, pour les monuments antifascistes, les monuments à la résistance et les monuments à la construction du socialisme. Donc c'est ville par ville. Donc quand vous allez dans une petite ville, vous en avez 5. Donc comme historien, c'est facile de voir ce qui s'est passé. C'est-à-dire sur les 5, combien il en reste. Donc moi j'arrive comme un naïf avec mon guide et je dis, ben voilà, là il y avait un monument pour un antifasciste, là il y avait un monument qui rappelait que le Parti socialiste et communiste avaient fusionné. Et donc je vais sur les lieux, sur ces traces. Donc du coup, vous voyez, il y a quand même aussi à côté, c'est pas poétique au sens où je me laisse pas porter par une artère qui est jolie uniquement, ou par un sentiment, ou par une odeur. Il y a bien un document. Voilà. C'est-à-dire que. Mais bon, l'avantage c'est que ces endroits-là, en Allemagne de l'Est, ça vous fait dériver en réalité, parce que les rues ont changé, parce que les lieux qui étaient centraux le sont plus forcément. Parce que les plaques sont parfois dans des avenues qui n'en sont plus. Et donc, du coup, c'est une vraie dérive urbaine, en fait. Et je me suis retrouvé 1000 fois dans des lieux qui sont des no man's land, où tout avait disparu, même l'immeuble qui était censé supporter la plaque de mémoire. Et les noms de villes aussi, changeaient aussi. Ah, les noms de villes et les noms de rues. Alors, des fois, c'est des vrais casse-têtes, parce que j'ai plus la rue, j'ai plus l'immeuble, j'ai du mal à voir, même si je suis dans le bon endroit, parce que parfois, avec les structures industrielles allemandes, des rues Karl Marx, il peut y en avoir 3 ou 4 dans le secteur. Donc vous n'êtes pas sûr de votre affaire. Et alors ce qui est génial dans cette dérive urbaine,
c'est que très souvent, et ça je n'étais pas prévu au départ, c'est qu'en fait les gens venaient très souvent me parler et venaient échanger avec moi pour me demander ce que je faisais là ou m'aider. Et du coup, une partie de mon livre, ça a été aussi les rencontres avec ces Allemands de l'Est qui venaient m'expliquer des choses. Hein. J'ai 15 ans. Et d'ailleurs, du coup, ça devenait... je me rappelle, c'était à Spremberg, qui était une ville industrielle, pas loin de la Schwarze-Pumpe, qui était l'immense combinat énergétique de la DDR. Et là, je trouvais pas je comprenais pas, l'adresse correspondait pas, il y avait plus de cimetière où il devait être. Et puis les gens viennent me dire, qu'est-ce que vous cherchez? Je dis, je cherche un buste de Thälmann. Et il me dit, mais vous savez, il a disparu. Il a disparu, et le type commence à me dire, c'est vraiment dommage, ça faisait partie de notre patrimoine. Donc il commence à me raconter des choses, je commence à noter ce qu'il me raconte. Il me dit, par contre, il y en a un que vous connaissez pas, et je vais vous montrer. Donc du coup, j'enrichissais mon regard et mes documents grâce à ces rencontres. Donc vous voyez, il y a un peu de poésie, il y a un peu de voyage, mais il y a aussi une quête des traces un peu formelle aussi. Ce qui est très frappant, justement, pour revenir au livre, c'est que la première trace que vous nous donnez à découvrir, c'est du pur humain, c'est un dossier d'un individu que vous trouvez dans une usine désaffectée. Donc là, on n'est pas avec un objet, on est avec un dossier. Et vous commencez votre livre comme ça. Avant tout, c'est le dossier humain qui va prévaloir. Oui, parce que ce qui m'a frappé, c'est que en fait, j'ai parcouru à peu près toute l'Allemagne de l'Est dans long, long, large, d'Est en Ouest, de Nord au Sud, un peu partout, en essayant de multiplier les lieux, parfois de hasard, parfois un peu plus systématiquement. Et ce qui m'a frappé, et j'ai fréquenté, disons, 2 types de lieux en priorité, c'est d'une part les brocantes, beaucoup. Parce que les brocantes, c'est un lieu très intéressant. D'ailleurs, les anthropologues le savent, hein. C'est-à-dire que les gens qui vendent, à part des vrais professionnels, si vous êtes dans une belle brocante à Paris, mais beaucoup de gens vendent en fait leur passé ou le passé de leurs parents parce qu'ils ont trop de choses ou ils ont envie de se faire un petit peu de sous. Et très souvent, en fait, ils vous transmettent aussi ce passé. Et ça m'a beaucoup frappé, c'est que... Et du coup, c'est pas mal parce qu'on peut négocier un peu. Un truc, on m'a posé la question tout à l'heure, j'ai pas obligé de répondre. On m'a dit, qu'est-ce qui fait que le fait d'être français vous a aidé à enquêter? Par exemple, il y a un truc, je sais pas si c'est d'être français, mais moi je négocie dans les brocantes. En France, on négocie, hein, vous achetez. En Allemagne, on négocie pas trop dans les brocantes. En tous les cas, moins que chez nous. Et donc, du coup, le fait de négocier, nous a amené à discuter aussi, à parler. Et ce qui m'avait frappé dans ces brocantes, parfois, c'est qu'on pouvait trouver des tas de dossiers qui avaient trait à l'histoire de la RDA. Des dossiers personnels, des dossiers variés. Donc, j'en ai acheté pour des bouchées de pain. Et notamment, tous ces dossiers qui ont été dévalorisés après les années 90. On a parlé j'y reviendrai un instant. Mais dans toutes les brocantes, que ce soit des magasins ou des vides-greniers, hein, vous trouvez des dossiers personnels. Parce qu'on considère, voilà, c'était ma vie sous le socialisme, ça n'a plus d'intérêt. Hein. Donc les diplômes, on donnait beaucoup de diplômes, on donnait beaucoup de médailles, on donnait, voilà. Et donc du coup, j'ai acheté un certain nombre de ces dossiers, j'ai essayé d'en refaire l'histoire. Et j'en ai trouvé aussi, c'est beaucoup plus intéressant, c'est ce qui fait un des aspects du livre, je pense, les plus marquants, en tous les cas pour moi, c'est que j'ai trouvé énormément de dossiers dans les usines abandonnées. Hein, c'est-à-dire qu'on a eu cette discussion tout à l'heure à l'université, mais une des spécificités de la RDA aujourd'hui, c'est que dans ces usines, on trouve des milliers et des milliers d'archives des gens qui ont travaillé. Et quand je dis des archives, c'est pas simplement des documents, comment dirais-je, photocopiés ou polycopiés, des circulaires. Vous trouvez les dossiers du personnel. Avec une spécificité encore de la RDA, c'est que les dossiers du personnel, c'est pas comme chez nous. C'est-à-dire qu'il y a toute la vie politique hein, qui est consignée, y compris celle de la famille. C'est des documents très privés. Et une de mes interrogations dans le livre, que j'ai résolue par certains côtés, pas par d'autres, c'était que faire avec ces documents abandonnés qu'on trouvait librement à disposition dans la boue. Parfois, alors il faut faire de l'exploration urbaine, je vous en parlerai si vous m'interrogez dessus, mais que vous trouvez au 3e sous-sol d'une usine abandonnée à Dessau ou je ne sais quoi, et vous trouvez les dossiers des gens comme ça. Et attention, hein, quand moi je fais l'exploration urbaine, c'est pas du vol où vous rentrez pas dans des archives bien ordonnées. Hein, vous fracturez pas des portes de services d'archives. Hein. Vous rentrez dans des trucs qui sont à tout vent, où la moitié est brûlée, où l'autre est tombée dans la boue. Mais ce qui est étonnant, c'est de se dire que ces grandes entreprises n'aient pas détruit leurs archives. Elles ne l'ont pas du tout détruit. Et comment ça s'explique? Alors, ça s'explique, mais pour vous dire quand même, par exemple, ce qu'on trouve, c'est que, pour vous dire simplement du point de vue humain, par exemple, tous ceux qui ont été au parti nazi avant la RDA, c'est consigné. Donc moi je le sais, hein, j'ai trouvé les archives d'un combinat de boissons à Francfort-sur-l'Oder. Alors évidemment à Francfort j'ai tout arpenté donc j'ai eu le temps. Il suffisait de faire péter un fil de fer qui tenait une ouverture vers une cave. Donc vous voyez c'est pas de la...
Là, c'est pas de la, comment dire, de l'effraction, hein. Et puis vous rentrez, elles sont à l'abandon, les archives, elles sont pas classées, elles sont dans le boue. Et j'ai pris celles qui m'intéressaient. Je prends souvent les dossiers du personnel parce que moi, je suis plutôt historien de la société que de l'économie. Et je pense qu'un historien de l'économie trouverait des séries plus intéressantes que ça. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Donc du coup, et là j'ai vu qu'en fait ça avait été un bon nazi, le directeur à l'époque de la DDR, de l'entreprise. Hein, donc vous voyez, c'est quand même des choses qui racontent une histoire très personnelle. Hein. C'est pas, je vous donnerai juste cet autre exemple. À Halle, dans une brasserie, j'ai trouvé des dossiers de types qui étaient virés du Parti communiste pour pédophilie. Donc c'est même et des gens qui peuvent avoir nos âges. Hein. Parce que c'est des dossiers qui datent des années 70-80, donc hein, le type qui avait 25 ans ou 30 ans dans les années 70, voilà, il est là, hein. C'est nous, en termes d'âge. Donc du coup, c'était pas simplement une vieille histoire médiévale, c'était des choses très contemporaines. Et donc tout ça m'a beaucoup intrigué, et donc j'ai commencé à en ramasser. Hein, j'ai décidé de prendre ces archives, librement, et de certaines d'entre elles, de raconter ce que je pouvais, de me dire comment faire de l'histoire avec cet abandon-là. De transformer la boue en histoire. Voilà. Oui, de la boue en histoire, et comme vous le disiez... Et c'est pas une image, hein, c'est très concret. Oui, et des archives, justement des archives non classées, des archives en vrac, sans vouloir... Vous avez pris un dossier, par exemple, disons le premier, vous avez quand même lu beaucoup de dossiers dans la boue, ou vous avez pris, le hasard fait du glaneur qui trouve la... Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'abandon est tellement massif dans ces usines que certaines archives sont parfaitement classées. C'est-à-dire que c'est un abandon complet. C'est comme si vous fermiez votre librairie avec tous les livres ici. Donc, si vous ne l'entretenez pas, qu'il n'y a pas de chauffage, etc., ils vont commencer à moisir, ils vont pourrir. Certains de meilleurs papiers que d'autres vont survivre. Mais imaginez quelqu'un qui vient dans 30 ans dans une librairie abandonnée. C'est à peu près classé. Donc, vous voyez, il y en a qui ont un peu... Voilà, donc je regardais, comme regarderait quelqu'un ici. Et donc, il y a des séries qui m'intéressaient plus que d'autres. Et notamment tout ce qui était plutôt politique, par exemple, ou alors des thèmes particuliers. À Chemnitz, j'ai trouvé un dossier de travailleurs cubains, et tous les échanges avec Cuba. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant, je ne l'avais pas vu ailleurs, donc j'ai pris tout le dossier. Donc j'ai le temps de regarder. La seule limite, et il y a plusieurs limites, c'est que je me suis donné comme de jamais rester la nuit. D'abord parce qu'on voit moins bien, même si j'ai quand même toute une série de torches. Il y a d'autres... Et puis il commence à y avoir des visiteurs du soir qui sont parfois moins, comment dirais-je... sympathiques. Voilà, qui peuvent être moins sympathiques, ou des jeunes qui veulent faire une fête. J'ai pas forcément envie de passer la soirée avec eux. Et non pas qu'ils soient toujours désagréables. Hein. Et d'ailleurs, en général, les jeunes ont plutôt plus peur de moi que moi de eux. Mais du coup, j'ai pas envie de rester la nuit, donc quand le soir tombe, je m'en vais. Et puis c'est long, hein, donc je fais un tirage rapide, et puis des fois, vous entendez des bruits, vous voyez, voilà, à Chemnitz, par exemple, si vous imaginez, la moitié du sol était effondré à 10 mètres en dessous. Donc vous dites que celle où vous êtes, elle ne va peut-être pas durer éternellement, donc vous n'avez pas spécialement non plus envie, forcément, de rester des heures. Donc vous allez assez vite, donc il y a un principe de précaution et de rapidité, mais j'essaie quand même d'échantillonner, et puis une fois, des fois c'est très bien classé, hein. Vous avez membre du parti, vous avez le plan, et donc du coup j'essayais quand même d'échantillonner. Par exemple, quand j'avais trouvé un truc, je ne le reprenais pas forcément à l'usine suivante. Hein. Et alors, quelle est la perception de vos homologues allemands dans cette pratique? Est-ce que eux l'avaient faite avant vous, d'aller arpenter comme ça ces lieux d'abandon? Alors, il y en a qui ont... bon, d'abord, les historiens, quand même, surtout les historiens allemands, c'est encore peut-être plus hiérarchique que chez nous, c'est pas des choses qu'on fait, parce qu'en plus, c'est complètement illégal. Hein, donc, moi je peux finir au poste, et d'ailleurs, il y a des fois où j'ai failli, vous pouvez avoir des ennuis, vous pouvez vous faire casser la gueule, donc on sait pas des habitudes d'historien, ni des habitudes d'historien, on dirait, hein, que d'aller dans des... Il y en a plus qui le font qu'on ne croit, hein, mais qui sont quand même plus audacieux, mais quand même la moyenne de la profession est pas très audacieuse en général, hein, ni dans les problématiques, d'ailleurs, ni dans les manières de faire. Donc il y en a qui l'ont fait déjà, mais pas beaucoup. Donc du coup, il y a quand même la réserve vis-à-vis simplement de la pratique illégale. Hein, simplement, parce que c'est pas forcément illégal, mais en tous les cas, c'est pas... Il n'y avait pas un confrère allemand qui vous accompagnait, par exemple? Non. Alors, il y a une collègue allemande, alors elle était un peu plus âgée que moi, elle participait de bon cœur, c'est-à-dire qu'elle voulait bien écrire les articles après coup, avec moi, et d'ailleurs c'était très utile, parce que c'était une excellente historienne de l'économie, donc elle complétait ce que je savais pas. Mais elle a fini par adhérer à mon système d'Urbex, elle a compris que c'était quand même porteur de réflexion, donc c'est moi qui prenais les photos et je lui donnais, elle faisait le travail de recherche. Hein. Donc elle a quand même accepté que ça puisse être intéressant et témoigner quand même un certain nombre de choses. Mais j'ai pas encore eu vraiment de réaction des historiens allemands. Et donc il faut les convaincre. Hein, et puis pour eux, c'est peut-être aussi, comment dirais-je, c'est plus leur quotidien, donc ils s'interrogent moins.
Même, vous savez, simplement, moi, quand j'étais à Francfort-Oder, simplement, avec mes étudiants, je leur ai dit, on va aller sur les traces de la RDA dans la ville, même sans faire de urbex, parce que avec les étudiants, c'est dangereux. Voilà. Donc, du coup, mais simplement, le fait de regarder des bâtiments sans qualité, en disant, bah, tiens, regardez, il y a quand même un truc intéressant, là, il y a une œuvre d'art, etc. Tout ça, c'était un peu neuf, quand même, parce que c'est un passé qui est très dévalorisé, là-bas. Hein, et donc, du coup, les étudiants, ils vont pas se balader dans la ville. Hein, ils considèrent, bon, ça, c'est, voilà. Et il y a des étudiants qui vont dire, ah, mais mes parents m'en parlaient pas, etc. Donc vous leur faites voir des choses qui ne... bon, ça arrive souvent. Hein, voilà. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que moi j'habite à Paris près des Halles. Et vous avez vu qu'il y a eu le grand chantier de reconstruction des Halles. C'est passionnant. Ben, j'y suis jamais allé. Vous voyez, j'ai passé ma vie dans des usines pourries en RDA. Et il y a eu un chantier extraordinaire de transformation de Paris qui était au pied de mon immeuble. J'y suis jamais regardé. Donc je pense qu'il y a aussi ce phénomène simplement que d'exotisme. Ouais, d'exotisme, d'altérité. Je me suis dit, tiens, c'est marrant, je m'intéresse à tout ce qui est de construction, déconstruction. Puis voilà, donc j'ai pas eu le temps, voilà, donc j'ai pas regardé. Je me suis dit, donc ils ont un peu ce rapport-là, c'est-à-dire que leur quotidien aussi finit par être banalisé. Par contre, quand on leur met le nez sur l'objet, oui, ils commençaient à s'y intéresser. Oui, parce que les rencontres que vous faites, et elles sont nombreuses, et vous les relatez, il y a une bienveillance à votre écart. Alors, une petite distance, et ensuite, quand même, les gens vont vous parler assez librement et vont vous emmener même chez eux où le lien va se faire. Mais parfois, on sent que vous prenez vous-même la distance avec ces rencontres. On a l'impression qu'il ne faut pas que vous soyez non plus débordé, peut-être par l'émotion que ça peut susciter. Ouais. Et puis, ça c'est un truc en histoire d'ailleurs qui n'est pas lié uniquement à ma pratique, mais si vous voulez... Quand vous êtes en Allemagne de l'Est, tous les gens sont des témoins qui ont plus de, vous voyez, disons 20 ans, 89, donc tous les gens qui ont plus de 40 ans, ça fait quand même beaucoup, ou qui ont à partir de 35-40 ans, sont des témoins potentiels. Oui. Après, quand c'est trop jeune, ça peut être intéressant, mais c'est autre chose. C'est une histoire sur la socialisation de l'enfance. Mais disons, si vous vous intéressez aux lieux, etc., donc tous les gens qui sont nés après 75, pratiquement, avant 75, sont intéressants. Ça fait beaucoup de monde. Donc il ne faut pas être débordé non plus. C'est-à-dire, quand tout le monde commence à vous parler, il faut dire... Il faut hiérarchiser. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être débordé, effectivement, par cette émotion, par ce rapport aux gens. Et il y a des fois, puis moi, c'est des expéditions. Il y a un côté expédition, c'est-à-dire que vous avez un temps limité. Parfois, il faut que, voilà. Donc du coup, des fois, c'est moi qui brisais là la conversation, pas par des intérêts, mais parce qu'il fallait que je me concentre sur mon objet. Et que si j'avais décidé d'urbexer telle ville, je pouvais pas rester, même si la personne de l'autre ville. Parfois, je l'ai fait, aussi. Donc du coup, évidemment, on se déroute un peu. Mais et du coup, c'est pareil aussi quand j'étais dans ces archives abandonnées. À un moment, c'est là où je vous dis que l'historien ne peut pas se laisser déborder par l'émotion. Il faut se canaliser à un moment. C'est orgiaque d'une certaine manière pour un historien. Vous avez imaginé, vous êtes dans un truc, vous avez des archives partout de tout qui sont à vous. Vous pouvez tout regarder, tout photographier, tout emporter. C'est passionnant. Parfois même, ça remontait avant la DDR. Parfois, il y a les archives de l'époque nazie. Parfois, les archives du 19e. Donc, c'est orgiaque. J'ai une image qui m'est venue, que j'ai déjà dite, mais ça me fait vraiment penser à ça. C'est que, comme gamin, moi, j'adorais les bonbons, comme tout le monde. Dans ces archives, j'avais l'impression d'être dans un magasin de bonbons sans le vendeur. Et je sais qu'il va revenir dans une demi-heure. Donc, j'ai le temps d'en piquer plein, d'en boulotter plein. Et après, il va revenir. Donc, je vois ça, tout ça. Et je me dis, bon, à un moment. Et puis, alors là, l'historien reprend le dessus. Il dit, attends, qu'est-ce que tu vas lui poser comme question à ces archives? À cette dame, pourquoi tu vas lui parler, finalement? Tu as quelque chose à lui demander de précis. Donc j'étais obligé un peu, à un moment, de revenir à l'enquête sociale. À l'enquête sociale, c'est-à-dire de dire non, cette ville-là, elle ne fait pas partie de ce que j'ai envie d'étudier. Cette usine-là non plus. Et même si la dame est passionnante, même si j'ai super envie d'aller boire un verre avec elle et de continuer la discussion, il faut. Alors, ceci dit, ce que les historiens savent très bien aussi, c'est que vous êtes un bon historien d'une période ou d'un lieu, pas uniquement par les documents que vous avez vus, mais par une forme de familiarité. Vous voyez? Et ça, je crois que tous les historiens ont eu cette expérience-là. C'est pas forcément le document que vous avez dépouillé pour arriver à votre fin qui va finalement vous éclairer sur ce que vous vouliez dire. Il y en a un autre. Alors parfois c'est ennuyant quand vous avez laissé l'archive sans prendre des notes. Mais parfois c'est le truc que vous aviez vu à côté qui va vous dire mais c'était ça le truc. Alors des fois vous avez l'occasion, vous pouvez revenir. Des fois vous pouvez pas, donc il faut vous en souvenir de mémoire. Mais c'est pas le truc que vous avez dépouillé avec votre série. C'est-à-dire ça j'avais regardé, c'était de côté. Et en fait le fait de discuter avec 25 personnes qui sont pas celles que vous vouliez avoir spécialement, ça vous met dans une ambiance. Hein. Voilà, c'est-à-dire que ça vous aide à combler les trous, ça vous aide à être dans une ambiance, à pas vous tromper. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire, c'est pas forcément ce que vous avez noté, ce que vous avez dépouillé méthodiquement, qui va finalement, voilà.
Et, et même en méthode, par exemple, même en histoire médiévale, par exemple, je me rappelle la conversation avec un collègue médiéviste, il m'a dit un truc à la Bibliothèque nationale, je me souviens toujours, truc que j'ai lu 50 fois dans des livres, hein, mais c'est là que j'ai compris. Vous voyez, pourtant c'était une conversation de. Donc c'est méthodologiquement c'est pas défendable. Vous pouvez pas dire c'est à la BN en discutant avec un collègue que j'ai compris mon truc alors que j'avais dépouillé 1000 chartes médiévales. Vous dites il y a un problème. Non, c'est comme ça que ça marche en fait les sciences sociales. Hein. Ensuite il faut avoir le matériau et du coup c'est la même chose. Je sais pas ce qui m'a et je pense que d'une certaine manière ce qui m'a semblé réussi pour l'instant dans le livre et c'est il y a une certaine, je crois, justesse de ton qui a été reconnue par les Allemands dans ce que je raconte. Et cette justesse de ton, elle n'est pas liée uniquement à ce que j'ai fait objectivement, mais à cette familiarité, justement, du comptoir avec les Allemands de l'Est. Du bain, en fait. Ouais, du bain. Et c'est ça qui m'a donné autant que quand je l'ai fait systématiquement avec mon petit magnétophone, où j'ai compté combien de fois elle disait le mot machin, ou truc, que j'ai fait aussi. Et donc ça, comme on écrit l'histoire de Paul Venn, il y a un très beau passage là-dessus. Il dit finalement, quand il y a un trou en histoire, le seul moyen de le boucher, c'est la connaissance intuitive de l'historien de sa période. Et ça joue beaucoup, ce rapport-là aussi. Donc vous voyez, c'est difficile de savoir quoi vient de quelle discussion. C'est pour ça que c'est un livre très personnel. Enfin, on n'est pas dans un livre d'érudition classique. Là, vous ouvrez justement, c'est ça que je trouve passionnant, c'est avant tout l'humain. Alors après l'humain, dans la structure de votre ouvrage, on arrive assez rapidement aux objets, aux fameux objets que vous allez glaner dans ce pays que vous nommez pays à l'horizontale. Et ça, c'est très, très frappant aussi et très parlant comme image. Parce qu'à l'horizontale, parce qu'on est avec des tables de brocante, et à l'horizontale parce que les statues sont tombées et qu'on trouve tout au sol. Et cette formule, alors on l'a saisie tout de suite. Donc ces objets que vous avez collectés, vous les avez entreposés où en France? Bonne question. Alors j'ai une chance, c'est que j'ai beaucoup. Oui, j'en ai beaucoup. Et le pire, c'est que depuis que le livre est fini, j'ai continué. Parce que c'est inépuisable. Ouais, c'est inépuisable, c'est passionnant parce que là, par exemple, pour vous dire, je vais vous répondre, hein, je ne fuis pas, mais là, je suis allé passer une semaine en Allemagne de l'Est pour continuer ce qui m'intéresse toujours, ces visites-là. Et puis, bon, je suis tombé dans une usine à Halle et j'ai trouvé toutes les archives des jeunesses communistes de l'usine. Donc, je suis resté dedans, j'ai commencé à lire, c'était passionnant, il y avait plein de choses. En plus, c'était passionnant parce que c'était, comme souvent, c'est plutôt les archives les plus tardives qu'on a, hein, plutôt les années 80. Et là, c'était tous les débats des FDJ de l'usine au moment du tournant de 89. Et là, on voit comment se libère la parole, etc. Donc, je suis resté dans l'usine, je lisais tout, c'était passionnant. Bon, j'ai emporté à la fin, parce qu'il y en avait trop, je n'arrivais pas à tout lire. Et donc, du coup, vous voyez, c'est effectivement sans fin. Hein. Et d'ailleurs, je suis en train de planifier mon projet. Je profite des invitations que j'ai en Allemagne, je fais toujours de l'urbex en même temps. Donc les gens ne comprennent pas toujours comment j'organise mes déplacements. Parce qu'il y a toujours 2-3 jours au noir, ils ne voient pas me dire « Mais pourquoi vous êtes là du temps à temps et vous ne pouvez pas entre temps et temps ?» Et en fait, parce qu'évidemment, je m'enfuis de l'université pour des universités ou des lieux pour pouvoir continuer à urbexer. Alors en fait, je garde tout. Ça peut vous paraître étrange, donc voilà. Je garde tout. J'ai un bureau personnel qui est devenu un véritable mini-musée de la RDA. Voilà, et j'arrive pas à acheter un objet même quand je l'ai en 4 exemplaires. Parce que je trouve que les objets, c'est aussi c'est quelque chose qui me passionne, les objets en général. Je trouve ça passionnant, le rapport. Et ça aussi, c'est pas complètement juste de l'émotion, c'est que j'ai lu beaucoup de sociologie. Moi, je suis partie de génération, on a été très formés à lire les sociologues hein, en histoire. Tous en ont pas tiré profit, mais beaucoup. Et moi, notamment, ce qui se développait beaucoup quand j'étais étudiant, c'était la sociologie de l'objet, le rôle de l'objet dans les relations sociales. Un des grands sociologues qui a fait beaucoup là-dessus, c'est Bruno Latour, notamment. Hein, il a été parti du rôle de l'objet dans les laboratoires. Dans les laboratoires, pas de sciences sociales, mais de sciences, en général. Et moi, je l'ai rencontré, j'étais très marqué. Il y a un article absolument génialissime de Latour sur des prélèvements de sol en Amérique du Sud et qu'est-ce qui devient un sol qui est prélevé. Hein, et donc le destin d'un objet comme ça dans le rapport humain. Donc il y a toute une sociologie, je passe. Et du coup, pour moi, l'objet, il est extraordinairement parlant par rapport à ce que c'est que la constitution d'un collectif entre l'homme et le monde qui l'environne. Et donc du coup, ça m'intéressait beaucoup. Et du coup, ce rapport à l'objet, je l'ai énormément développé. Et évidemment, du coup, les mauvaises conséquences, c'est que j'arrive pas à m'en débarrasser. Donc je les ramène. Et c'est toute une histoire, parce qu'en plus, j'ai mes petits rituels en revenant d'Allemagne, il faut les empaqueter, etc. Il y a toute une... Parce que vous les trouvez dans la boue, donc il faut les nettoyer. Donc voilà, c'est assez particulier, c'est un petit monde hein, que je me suis créé aussi,
pour essayer de les préserver, parce qu'évidemment, moi ce qui m'intéresse, et c'est très beau dans cet article de Latour, c'est comment vous passez du sol d'Amazonie à une conclusion de laboratoire. Ça, c'est la pédologie, c'est ça, l'étude des sols, je crois. Et donc, il montre, et c'est passionnant, hein, dans quelle mesure le sol prélevé qui va devenir être rationalisé jusqu'à devenir un discours sur la nature. Et moi, c'est un peu la même chose. Donc, j'étais très influencé par cet article, et je me dis finalement, comment est-ce qu'un sac d'engrais marqué avec entreprise Walter Ulbricht va devenir un discours que je vais tenir sur la RDA. Et au moment où je le fais, j'y pense. Vous voyez, donc ces objets, ils m'accompagnent en disant, qu'est-ce que tu es en train de faire quoi là? C'est quoi le topophile de Boavista? C'est le titre de l'article de Latour. Mais moi, c'est ça. Donc quand je suis en train de plier dans l'usine qui est ouverte à temps, je me dis, qu'est-ce que tu es en train de faire avec cet objet? Il est quoi cet objet? Pourquoi il est là? Pourquoi il est abandonné? Donc vous voyez, je suis déjà en train de bâtir un processus du rapport entre moi et l'objet, mais aussi, pas que pour moi n'a aucun intérêt dans l'histoire, mais par rapport à ce que je vais pouvoir dire, pourquoi celui-là est abandonné, pas son voisin. Et si je le nettoie, pourquoi je le nettoie, etc. Donc du coup, j'ai ce rapport assez intense, mais encore une fois, à la fin, je me dis toujours, là, on se calme, on regarde les choses avec distance. Qu'est-ce qui est intéressant là-dedans pour un lecteur, et c'est marrant parce qu'il y a des... J'ai lu une critique du livre qui était assez déplaisante et je me dis, en fait, je me dis, le type comprend rien. Et en fait, pourtant, c'est un germaniste, mais il comprend rien de rien. Et en fait, j'ai compris pourquoi il comprenait rien de rien, c'est parce qu'il n'avait jamais écrit un livre. Donc, il ne savait pas ce que c'était que de parler à un lecteur. Donc, il pouvait être très compétent sur la langue. Mais du coup, le fait que dans un livre, vous devez aussi, vous n'êtes pas simplement là pour parler de ce que vous avez vu. Il faut que vous adressiez à quelqu'un. Oui. Il faut, et donc, écrire un livre. C'est pas être un spécialiste d'histoire ou de langue, c'est parler à des gens. Et du coup, quand moi j'opère cela, c'est-à-dire l'opération que je travaille sur les objets, je me dis, ne fais pas juste pour le plaisir, c'est très excitant, effectivement. Il y a un collègue tout à l'heure qui me posait la question à l'université, il me disait, mais vous n'avez pas un côté un peu aventurier qui se la joue, etc. Oui, bien sûr. Mais après, il faut s'en débarrasser pour parler aux autres. Sinon, vous faites votre urbex, puis vous faites votre site avec un blog. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire réfléchir les gens sur l'abandon, sur la trace. Et donc là, vous êtes obligé de vous mettre à distance quand même si j'aime tous mes objets. Après, il faut se... Mais alors c'est justement cette constitution d'un mini-musée de la RDA, je ne sais pas où vous habitez, à Paris. Voilà, donc on pourrait aller visiter un musée de l'ancienne RDA. Comme vous avez pu visiter en Allemagne des musées, et il y en a beaucoup dans ce territoire de la RDA que vous avez arpenté, il y a beaucoup de musées privés et des musées aussi qui sont faits pour les gens de l'extérieur, qui sont pas forcément, c'est pas forcément de l'entre-soi, c'est pas seulement de la nostalgie. Enfin, on parlera de ce terme qui revient souvent de nostalgie, qu'on pourrait redéfinir. Oui. Mais finalement, ces musées, il y en a plein en RDA. Oui. Oui, alors ça, c'est quelque chose que j'avais eu depuis longtemps. Le premier, je l'avais vu il y a 15 ans, je crois que c'était en Thuringe, à Apolda, une ville textile complètement sinistrée. C'était un petit musée qui s'appelait Eule DDR, la bonne vieille DDR. Et on pouvait, ça m'avait beaucoup... Les gens m'avaient dit, vous pouvez demander l'asile politique ici. Donc en DDR, c'est une mini DDR, on l'a reconstruit, donc vous pouvez demander l'asile politique, je trouvais ça assez drôle. Et ils avaient reconstitué tout un ensemble de pièces dans un baraquement, c'est le premier que j'ai vu. Et donc au début, comme je vous disais, c'était la déambulation. J'aimais bien, moi, ces reconstitutions comme historien, on aime bien les musées en général qui parlent du passé. Et puis en devenant un peu plus systématique, j'ai commencé à en voir de plus en plus, différents. Et je les ai d'ailleurs pas tous vus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y en avait partout, sur tout le territoire de l'ex-RDA. Et plus encore, en me promenant, j'ai vu qu'il y en avait qui étaient totalement invisibles, même sur Internet, parce que quand on est parisien universitaire, Internet, c'est normal, mais en fait, quand vous allez dans une petite ville de Saxe ou de Thuringe, il y a des petits musées où il n'y a même pas de site Internet. Voire, c'est un vieux site qui est dans une version dépassée, qui est plus accessible. Donc du coup, j'ai vu qu'en réalité, beaucoup d'Allemands de l'Est, et c'était toujours des musées privés. C'est-à-dire que privé, c'est pas des musées, même quand on dit privé, c'est un grand mot, même à la limite, c'est même pas des musées du tout. C'est-à-dire que en termes muséographiques, c'est nul. Les muséographes, d'ailleurs, les Allemands les critiquent. J'ai vu des collègues, à mon avis, ils ne comprennent pas là non plus. Le but n'est pas Bien sûr que c'est nul sur le plan muséographique, c'est-à-dire puisque c'est une accumulation d'objets sans explication et reconstitués en plus. Il y a des mises en scène parfois. Voilà, des mises en scène. Donc vous avez un mannequin qui fait le policier, qui fait le cadre du parti. Et donc du coup, vous avez Mais en même temps, ce que je me suis rendu compte, c'est que en réalité, c'est pas comme ça qu'il faut les prendre. C'est-à-dire que
si vous y allez en essayant de voir le nec plus ultra de la muséographie, il faut rester à Berlin, il faut aller à la Kulturbrauerei, qui est un grand musée de la vie quotidienne en DDR. C'est très bien fait, tout expliqué, il y a des panneaux, c'est la super muséographie allemande nec plus ultra, donc ça existe. Mais ces gens-là, ils sont pas en train de faire ça. Ils sont d'abord en train de parler d'eux-mêmes, ils racontent leur vie déjà. C'est un moyen de sauver leur vie. Et par exemple, il y en a un qui a un musée de la police de DDR chez lui. Et en fait, le musée n'est visitable qu'avec lui. C'est-à-dire que c'est d'une certaine manière, c'est même pas un musée qui, quand il sera mort, pourrait continuer, parce que tout n'a de sens que quand il vous l'explique. Parce que vous avez 45 uniformes de policiers, donc à moins d'être le super spécialiste de l'évolution de l'uniforme de la police, c'est pas un grand intérêt. Il y a un standard téléphonique avec des trucs, mais bon, voilà, il y a des milliards de choses, il y a des archives. Et en fait, moi, comme les autres, il m'a fait visiter, donc il m'a expliqué, je lui ai posé des questions. Et en fait, tout s'éclaire. Donc évidemment, le but n'est pas une muséographie moderne, ça n'a de sens qu'en fait, c'est son récit de vie qui est intéressant. C'est-à-dire qu'à travers les objets, il vous raconte des tas de choses sur son interprétation de la DDR, etc. Et beaucoup sont en réalité des formes de récit de vie. Alors ce qui est intéressant, parce que les choses changent aussi, c'est que parfois, vous avez des petits musées qui commencent à se professionnaliser. Et il y en a un qui est très intéressant, qui vient d'ouvrir à Leipzig, dans le centre-ville de Leipzig, dans les rues piétonnes, qui a été au départ ce petit musée privé, qui avait été fondé par le grand-père de la dame qui le comment dire, Elle l'avait créé Non, c'est elle l'entretient, quoi. Elle le gère. Elle le gère, voilà, merci beaucoup. Et donc c'est elle qui le gère, donc c'est son grand-père qui avait fait une collection personnelle. Son grand-père, c'était un ancien maire dans un petit bled du Brandebourg à l'époque, donc il avait collecté beaucoup de choses après 90 que lui donnait tout le monde, c'était connu, c'était une figure locale, et donc quand tout le monde se débarrassait des trucs DDR, lui il gardait tout, il avait fait ça dans sa grange d'abord. Première étape, donc un musée pour lui et pour ses proches ou pour ses potes. Ensuite, deuxième étape, il avait trouvé dans le village, il avait trouvé un local municipal. Donc ça devenait le petit musée local, d'histoire locale et d'histoire de la DDR. Et la petite fille, quand il est mort, a décidé de ne pas perdre cet héritage, le local a dû être liquidé, et elle en a fait un musée, qui en termes de standard muséographique n'est pas très différent, je pense que son grand-père, ça reste très démonstratif, mais c'est dans le cœur de Leipzig, il faut payer l'entrée, vous pouvez acheter des goodies à la sortie, ça se professionnalise un peu. Donc vous voyez, vous avez plein de formes assez extraordinaires qui d'ailleurs accompagnent la mémoire de l'Allemagne de l'Est, et j'étais en voir beaucoup parce que ce qui m'intéressait, c'était tous les gens avaient un rapport biographique. Oui, mais c'est ça, quand vous dites récit de vie, en fait, on arrive chez eux, enfin, D'ailleurs, c'est parfois ces jeux au sens propre, Oui, pas tous, oui, mais oui. Voilà, il y en a qui l'ont fait dans des... Bon, il y en a que ça devient un peu professionnel, qui ont racheté des anciens locaux industriels, par exemple, mais il y en a, c'est chez eux. Donc voilà, ou dans une ancienne partie industrielle ou artisanale abandonnée de leur maison. Parce que ce qu'il faut savoir quand même, c'est qu'en Allemagne de l'Est, l'espace, ça vaut pas grand-chose, puisqu'il y a eu beaucoup de pertes démographiques. Donc il y a énormément de lieux qui sont abandonnés ou à l'abandon, donc du coup c'est facile de faire un petit musée en rachetant la grange d'à côté ou en étendant son périmètre. Et donc du coup effectivement c'est des récits de vie. Et quasiment aucun des gens qui m'a fait visiter n'était pas en train de me raconter son rapport au passé. Et donc parfois c'était très passionnant. Et d'ailleurs aucun ne cherchait à avoir un discours savant. Oui, c'est-à-dire que c'est intéressant, c'est-à-dire qu'ils auraient pu essayer de se la jouer comme le font certains. Voilà, j'ai fondé un musée, je vais vous expliquer l'histoire de la RDA. Et en réalité, c'était jamais ça, c'était toujours leur histoire. Par le petit bout de la lorgnette, Et tout aussi passionnant. Et alors, ce terme de nostalgie. Alors ça, c'est un terme que moi j'ai refusé d'utiliser. Voilà. Oui. L'ostalgie, en gros, c'est. Alors c'est un terme on connaît bien son histoire. Il a été forgé progressivement. Et d'ailleurs, il a parfois changé de connotation. Il y a une nostalgie qui est plutôt positive, une négative. Donc il y a toute une histoire du terme qui a été fait par un collègue allemand. Et donc ça a désigné un phénomène qui s'est accentué à la fin des années 90, qui était effectivement de gens qui ont voulu revivre un peu des éléments de la RDA, et notamment c'est ce qu'on a appelé les nostalgie parties, où les gens se déguisaient entre tout ce qu'ils avaient rejeté. Donc il y en avait partout dans l'Allemagne de l'Est. Il y a un type qui était même un entrepreneur des DDR parties. Et notamment, il y avait des sosies de Honecker, le dernier dirigeant de la RDA, il y avait des sosies de... Voilà, ils s'habillaient. Il y a un truc qui est très très drôle, c'est deux jeunes filles qui ont même fondé un petit groupe. Elles sont en mini-jupe, ultra ras, donc ça fait pas très DDR. Et elles sont habillées en uniforme de pionnier. Mais c'est des super mannequins, en fait, etc. Et donc on jouait un peu du côté kitsch, etc. Et ça s'appelait les Eastie Girls.
hein, donc les Eastie, donc jouant sur l'Est, hein, les Eastie Girls. Donc ça, c'était le côté, ça a été le côté nostalgie. On a dénoncé du coup une forme de banalisation de la DDR à travers les Eastie Girls, les DDR Parties, où tout le monde s'habillait en DDR, voilà, et s'éclatait avec Honecker qui venait danser, qui se bourrait la gueule avec Ulbricht, qui était là aussi, parce qu'il avait aussi un sosie, hein, le précédent. Et donc du coup, il y a eu. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que et ce terme, donc, au début, était très négatif, hein, pour certains. C'était très carnaval, là. Oui, ça faisait carnaval, et surtout, en fait, il y avait un discours politique sous-jacent. C'est pour ça que c'est intéressant. Le discours politique sous-jacent, c'était de dire, attention, c'est dangereux, la DDR bouge encore. De dire, sous ces aspects, comment dire, clownesques ou amusants, en réalité... ces gens-là commencent à regretter le passé parce qu'ils sont au chômage, parce que c'est plus... Vous savez, l'Est était économiquement a été défavorisé, même s'il y a beaucoup d'argent qui a été injecté. Et donc, du coup, c'est un danger politique. Et quand on lit les premiers articles des gens sur la nostalgie, c'est la bonne leçon de l'Ouest en disant, oh là là, ces gens-là, ils sont en train de... ils filent un mauvais coton. Hein, ils sont en train de regretter une dictature répressive et ils s'amusent de ça et ils se rendent pas compte qu'en réalité Honecker c'était pas juste un type qui rigolait au comptoir du bar, hein, voilà, et que c'était donc le dirigeant d'un régime communiste répressif. Et donc du coup il y a eu en Allemagne tout un ensemble de recherches qui a été fait, pas pour comprendre comme des anthropologues le nostalgie, mais en fait pour dire attention, oh là là, la démocratie est mise en danger, hein, par ce phénomène parce que du coup, hein, c'est un rapport sympathique qui est instauré avec la dictature. Et en fait, à mon avis, c'était une mauvaise approche. Ça pouvait être politiquement, ça se défend, chacun a le rapport à l'Est qu'il veut. Mais en termes de sciences sociales, moi, ça ne m'a pas intéressé comme terme, parce que ce que j'ai constaté, c'est que quasiment tous les Allemands de l'Est, ils ont un rapport à l'Allemagne de l'Est, où il y a une dimension, non pas de nostalgie, mais un rapport intense. Donc, ils vont bricoler avec leur présent. Et du coup, le terme nostalgie, ça rend les gens un peu ridicules, hein, et ça les empêche de voir tous les bricolages compliqués qu'on fait avec son propre passé. Hein, c'est pas parce que vous mettez un foulard que vous avez mis quand vous étiez jeune, il y a des tas de phénomènes qui s'entremêlent que vous êtes nostalgique, hein, de la Stasi. Voilà, donc du coup, c'était beaucoup plus compliqué. Et moi, ce qui m'a frappé, et ça c'est une des conclusions du livre, entre autres, indépendamment c'est qu'en réalité, il y a un bricolage avec ce passé. Hein, il n'y a pas une forme définie qui serait nostalgie, au contraire, le bonheur d'être un Allemand ordinaire aujourd'hui, peu importe l'Est ou l'Ouest. Hein. Il y a des bricolages identitaires qui, très souvent, comportent une grande part de rapport intense à l'Est disparu. Alors ça prend des formes que j'ai essayé de développer dans le livre, mais qui est très intéressant. Hein, c'est-à-dire que, d'ailleurs, avec beaucoup de contradictions parfois. C'est ça qui est intéressant dans les bricolages identitaires. Mais c'est pour ça le bricolage. Oui, voilà. Et c'est un terme que j'aime bien. Moi, je ne crois pas aux identités figées de toute façon, hein, Est ou pas. Et que les gens bricolent toujours des choses qui peuvent apparaître aux chercheurs ou à l'intellectuel rationnel comme contradictoires, mais qui, quand on écoute les gens, sont très cohérentes. Un exemple tout simple, celui que je donne volontiers, c'est que dans un petit musée que vous évoquiez à Gotha, le type est à la fois extraordinairement fier de toute sa vie en RDA et extraordinairement fier aussi d'être membre du CDU aujourd'hui et de recevoir des petits mots d'Angela Merkel pour ses 10 ans d'adhésion au parti. Alors vous, si vous êtes le chercheur rationnel, vous dites « Ah mais monsieur, ça va pas, vous pouvez pas regretter Honecker et trouver que le CDU c'est génial. » Ben si, en fait, on peut très bien. On peut très bien, alors je peux vous expliquer pourquoi on peut très bien, hein, mais il n'y a aucune contradiction. Et ce qui est intéressant, c'est que dans son musée, ce que nous on voit comme une contradiction, c'est agencé aussi. C'est très agencé dans la manière dont il met en scène son rapport à la RDA. Il m'a répété 50 fois qu'il ne voulait pas adhérer au SED, donc le Parti communiste au pouvoir, qu'il était déjà à la CDU à l'époque, puisqu'il y avait aussi, en fait, il y a fait une branche à l'Est, hein, de la CDU. Donc il y a des gens qui peuvent donner une impression de continuité. Voilà. Et donc du coup, c'est ce qui m'a... Donc du coup, si vous le regardez, si vous arrivez avec votre catégorie nostalgie, alors lui, c'est 100%. Hein. Il a fait son musée nostalgique, il y a toutes les pièces reconstituées, il a mis ses propres médailles. Donc vous dites, ah, ben voilà, lui, c'est bon, hein, allez, nostalgie. Ben non. Hein, il est aussi très content, hein, de son contemporain. Donc c'est un rapport qui est beaucoup plus riche et beaucoup plus complexe au passé. C'est pour ça que c'est un terme que j'aime pas. Et d'ailleurs, même, d'une certaine manière... comment dire, moi j'ai comme principe en histoire de jamais prendre les gens pour des imbéciles, que ce soit les gens du passé ou les gens d'aujourd'hui, hein. Et parfois je les aurais un peu ce côté-là, quand les gens sont pas rationnels ou correspondent pas aux catégories, c'est que c'est eux qui ont tort, hein. C'est comme ce que disait Brecht après l'insurrection de 53, quand le peuple va pas, faut le changer, hein. Donc non, moi je change pas les gens quand ils correspondent pas à mes catégories d'analyse, hein. J'essaie de comprendre comment ils fonctionnent, et c'est ça que je trouve
je trouve le plus intéressant dans l'enquête de sciences sociales. Hein, c'est de sortir voilà, et de prendre les gens comme ils sont. Et du coup, on découvre beaucoup ce bricolage identitaire qui prend des formes, encore une fois, très très intéressantes. Hein. Et d'ailleurs variables, hein, variables dans le temps. Et alors comment, on l'a un peu évidemment dans le livre, mais comment s'explique ces fameuses traces sur lesquelles vous partez et qui disparaissent? Y a-t-il une volonté de supprimer ces traces? Et cette volonté, elle vient d'où? Est-ce qu'elle est consciente? Est-ce qu'elle est... Comment ils l'appréhendent eux-mêmes, les Allemands de l'Est? Oui, alors ça c'est tout un aspect du livre. Je ne vais pas développer, je vais juste répondre à votre question. C'est-à-dire que je pense quand même, grosso modo, si on peut être très schématique, c'est qu'après 90, hein, le pouvoir, au sens avec un grand P, aussi bien, voilà, notamment, a voulu effacer toutes les traces de la RDA comme expérience socialiste. Non pas seulement comme pays opposé, mais comme expérience socialiste. Hein. Donc c'était vraiment la conversion à l'économie de marché, et donc tout ça devait disparaître. Donc ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire d'abord évidemment effacer les structures économiques qui sont le poids lourd de l'affaire, d'où la liquidation de toutes ces entreprises. Et du coup, d'où ce qu'on voit aujourd'hui, hein, d'où ce paysage est le produit des choix des années 90. Et aujourd'hui, j'ai lu... Alors moi, je ne suis pas un spécialiste d'économie, mais j'ai lu les économistes qui travaillent là-dessus, assez variés. Ce qu'ils disent tous, c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant et que j'ai retenu en tous les cas comme hypothèse, c'est que la liquidation de l'économie est-allemande, donc encore une fois, c'est un sujet en soi et je ne suis pas un spécialiste, mais il y a quand même quelque chose qui a été fait, c'est qu'il n'y a eu jamais la prise en considération du territoire. Une politique économique, ça peut être des tas de choses, mais ça peut être aussi une politique territoriale. Hein, c'est-à-dire que vous prenez en considération là où vous êtes. Hein, on peut dire évidemment, c'est peut-être pas rentable à l'échelle de l'Allemagne, mais si on se met dans tel Kreis de Thuringe, peut-être que ça vaut la peine de maintenir telle usine parce qu'il n'y aura plus le débouché évidemment avec l'URSS, etc. Mais on peut penser une politique, ce qu'on appelait autrefois, ça n'existe plus, mais qui était typique aussi de la France gaulliste, une politique industrielle. Hein, c'est-à-dire pas seulement. Or, les choix qui ont été faits, c'était justement de liquider l'économie socialiste sans politique ni industrielle ni territoriale. Et donc du coup, évidemment, ça a des conséquences très importantes. Et donc par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, c'est aussi quand même une volonté d'effacement d'un système et aussi de toute sa potentialité critique. Alors, je ne sais plus à qui je discutais tout à l'heure en disant, ben oui, c'était quand même le dernier résidu de la guerre froide, il fallait effacer l'adversaire quand même. Hein. Et beaucoup de gens qui relisent ces passages-là ne comprennent pas aussi qu'une partie de ce qui est déterminé à l'Est comme à l'Ouest est déterminé par un rapport de guerre froide. Hein, et donc du coup, sûr, oui. Par exemple, moi donc du coup, cette volonté d'effacement, c'est aussi terrasser l'adversaire qui a été l'adversaire depuis quasiment 45-46. Et par exemple, c'est marrant parce que peut-être certains ont expérience. Moi, j'ai été visiter la prison de la Stasi, hein, comme d'autres sans doute, hein, de la Stasi à Berlin-Hohenschönhausen, donc grande prison de la Stasi. Et il y avait des petits jeunes qui faisaient visiter. Alors, je ne suis pas intervenu, j'étais là, j'observais, je ne faisais pas l'historien du tout. Ils faisaient visiter à des Américains qui faisaient OA dès qu'on leur disait qu'il y avait eu des méchantes. Voilà, c'était pratiquement. Et en les écoutant, je me suis dit, on avait l'impression que c'était une prise de conscience. Non, ils faisaient visiter une prison nazie. Ah. C'est-à-dire qu'ils racontaient des trucs, je dis, mais. Attendez, bon, la Stasi, c'était pas des enfants de cœur, hein, mais c'était pas des nazis, en tous les cas. Hein, donc ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas des pressions psychologiques, mais on ne torturait pas les gens comme dans un camp de SS. Et donc ces récits-là, je me suis dit, il est complètement hors du champ, et surtout ce qui était totalement absent de ces jeunes guides, c'était le contexte de guerre froide. C'est-à-dire qu'on avait l'impression de méchants Stasi sortis de nulle part. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'adversaire, il n'y avait rien, c'est juste la méchanceté gratuite. Hein, donc du coup, évidemment, on ne comprend rien à tout ce qui peut se passer là si on ne se regarde pas la représentation des deux côtés d'ailleurs, hein, de l'adversaire. Et donc du coup, dans cette volonté d'effacement, il y a la volonté d'effacement de ce qui a été aussi, hein, c'est aussi la loi du vainqueur et l'effacement de tout un système. Hein, donc ça veut dire ce système comme économique, système symbolique, système politique. Et d'ailleurs, bien au-delà, c'est marrant d'ailleurs l'effacement en Allemagne, comment ça a fonctionné, c'est même parfois, enfin ça a été remarqué par d'autres que moi, mais c'est aller bien au-delà de ce qu'était la RDA, y compris dans ses aspects les plus déplaisants. Par exemple, un des trucs les plus récents que j'ai vu, c'est que la rue des martyrs du fascisme à Neuruppin, qui est un peu au nord de Berlin, a disparu. Elle a un nom tout à fait banal aujourd'hui. Vous dites, pourquoi est-ce qu'on a enlevé la rue des martyrs du fascisme? L'Allemagne, aujourd'hui, elle honore les martyrs du fascisme. Hein. Elle ne fait que ça. Un petit mémorial, on ne peut pas dire que les Allemands oublient. Oui, c'est ce que vous dites d'ailleurs. Bon, il y a plus de... Donc, du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont débaptisé une rue des martyrs du fascisme alors que l'Allemagne passe son temps, heureusement d'ailleurs, à rappeler ces martyrs du fascisme? Parce que ça sonne trop RDA.
Hein, on n'a pas une rue des martyrs du fascisme. Ça klingt RDA. Donc du coup, on a débaptisé. Hein, on a débaptisé des rues de l'amitié germano-polonaise. Après tout, je ne pense pas que les Allemands ont spécialement envie d'envahir la Pologne aujourd'hui. Hein, donc du coup, c'est parce que l'amitié germano-polonaise, ça klingt encore RDA. Donc vous voyez, c'est là où je dis qu'il y a politique d'effacement. Hein, c'est-à-dire que même quand à la limite, sur le plan du fond, il y a une continuité, hein, ou la rue de la paix, hein, voilà, qui était évidemment un grand discours des communistes, mais bon, je ne pense pas non plus que l'Allemagne contemporaine soit. Au contraire, hein, c'est sans doute un pays qui a le plus de distance avec le militarisme. Donc même quand ça correspond parfaitement à ce qu'est l'Allemagne d'aujourd'hui, on enlève parce que ça sonne RDA. Donc c'est là où ça va bien au-delà, hein, simplement, disons, d'un réajustement ou d'abaisser ce qui représentait une dictature répressive. Mais alors qu'est-ce qu'il y aurait comme forme de résistance à cet effacement ? Alors là, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça. Alors moi, je suis pas très prescriptif comme historien, parce qu'on est toujours très bon pour le passé, mais moins bon quand il faut dire ce qu'il faut. Moi, ce qui m'a quand même frappé, j'ai réfléchi parce que... C'est le propre de l'historien. Voilà, ouais, mais finalement, les gens m'ont dit, bon, vous êtes... c'est très bien tout ce que vous nous racontez, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Voilà, qu'est-ce qu'on fait ? Alors j'ai forcément, au début, j'avais pas réfléchi à cette question. Parce que c'est un peu le privilège extraordinaire de l'historien par rapport au médecin ou au plombier, c'est qu'il faut pas qu'il donne un résultat concret. Voilà, c'est très reposant. Et là, on m'a dit, ben voilà, surtout les Allemands à un moment, puis le livre commençant à avoir un peu d'écho, je suis obligé quand même de pas contenter d'avoir une forme de dénonciation. Moi, je pense qu'il y a des expériences qui quand même ont été tentées. Il y en a une qui était assez intéressante. C'est qu'il y avait un cabinet antifasciste, le cabinet en allemand, le cabinet, c'était des petits musées qui n'étaient pas forcément faits, voilà, c'était Traditionscabinet, c'était pour transmettre le passé. Il y avait une volonté, hein, voilà, la tradition, c'est un mot très important dans le vocabulaire allemand de la DDR, c'est transmettre ce qui a été vraiment ce qu'on veut valoriser dans le passé. Donc il y avait ce qu'on appelait ces petits cabinets de tradition qui étaient des mini-musées en quelque sorte pour raconter le passé. Il y a une expérience qui est très intéressante au début des années 90 à Prenzlauer Berg, à Berlin, cœur de Berlin, où il y avait un musée antifasciste classique, et c'était le grand discours des DDR, hein, donc il n'y avait que des communistes résistants, voilà, il y avait des objets, on ne savait pas d'où aller. Voilà, donc c'était sûrement pas parfait en termes de discours historiographique. Et ce qu'ont fait une bande d'historiens et de jeunes intellectuels du quartier, c'est de dire, et ça a été très tendu même avec les anciens de la DDR et antifascistes, on va garder la muséographie, mais on va la corriger en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on va la garder au deuxième degré. Et donc du coup, on va garder la muséographie DDR avec tout ce qu'elle avait d'insuffisant et d'intéressant, mais on va commenter. Par exemple, quand on parle que de la résistance communiste, on va expliquer pourquoi dans ce coin-là, il y avait aussi des socialistes ou des chrétiens. Voilà. Et donc du coup, ils ont fait un musée à 2 degrés. Et ça, je trouvais que c'était une solution intéressante. Et ça n'a jamais marché, hein, quasiment en Allemagne. Hein. C'est-à-dire que soit c'est resté dans son jus DDR, et alors dans ce cas-là, on dit, ben voilà, ça va pas. Hein, il y a un village... et soit a été complètement refait parce qu'il fallait surtout pas garder. Et ça, je trouve que c'est le plus intéressant. C'est-à-dire que, parce que une fois que vous l'avez défait, et alors l'argument des autorités, j'ai vu ça à Potsdam récemment, ils ont défait un cabinet de tradition pour Karl Liebknecht, qui avait été élu de la circonscription de Potsdam, qui avait joué un rôle important. Et dans le journal, donc ils sont quand même, il dit, mais il n'y avait aucun objet originaux. Ben, je m'en doute bien, mais c'est pas le problème. Ce qui était intéressant, c'est quels étaient les objets qui avaient été choisis par la RDA pour incarner Liebknecht, comment c'était mis en scène, d'où venaient les objets après tout. S'ils n'étaient pas originaux, ils avaient été fabriqués, ils avaient été reconstitués. Et donc en fait, tout ce qui intéresserait un historien aujourd'hui, c'est pas une réponse à de dire c'était pas des objets originaux. Peu importe. Hein, ce qui était intéressant, ça c'était... faisait sens aussi. Ça faisait sens. Donc moi je dirais, il y a 2 choses qui peuvent quand même répondre. C'est tout ce qui était muséographie, de toute façon, non, c'est trop tard, tout a disparu. Hein. Là, les Traditionscabinet, c'est complètement fermé. Hein, il en reste 3, et d'ailleurs j'étais récemment à Berlin dans un des derniers qui est en train de fermer. Aussi parce qu'il n'y a plus de sous. C'est la maison de l'écrivain Friedrich Wolf, hein, qui a survécu, assez miraculeusement, parce qu'en plus son fils, peut-être vous le savez, c'est Markus Wolf, qui était le chef du contre-espionnage, hein, et de la sécurité. Donc ça aurait pu être... voilà. Il se trouve que, voilà, et donc c'est les petits-enfants de Friedrich Wolf qui maintiennent ce qui avait déjà été amusé. Bon là, mais malheureusement, ils ont plus de sous, donc ça va sans doute aussi disparaître. Mais le problème, c'est que, par exemple, quand vous allez voir moi je suis là, donc on peut le voir, donc on peut voir ce que c'était. Hein. Il n'y a aucune muséographie, hein, c'est pareil. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le bureau de Friedrich Wolf. Il y a ce qu'on a voulu mettre en scène à l'époque de la RDA. Donc il y a plein... En fait, il parle énormément. Il parle bien au-delà. Bien sûr, c'est pas là que vous allez apprendre l'histoire de Friedrich Wolf et ses positions. Mais il vous raconte plein de choses. Et si vous déplacez les objets, que vous les mettez dans un musée, par exemple, si vous gardez son bureau ou ses autographes ou des trucs, ça n'a rien à voir avec ce lieu-là. Vous allez perdre les 9/10. Hein. Et donc, du coup, le premier truc, c'est garder les choses, quitte à faire un 2e degré. Hein, en disant, bah oui, là, ils mettent ça, mais c'est parce que...
Hein, c'est comme ils avaient fait à Berlin. Et le deuxième élément, moi, où je suis quand même, là, pour dire, allez, soyons normatifs, je suis assez choqué, c'est l'abandon de hauts lieux de l'histoire allemande, hein, qui, parce qu'ils ont été des hauts lieux de l'histoire de la DDR, il n'y a plus rien qui indique leur histoire. Et là, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin d'investissements financiers colossaux pour mettre un panneau. Des plaques. Ouais. Il y a des endroits, là, j'ai pas temps avant, c'était discussion dans la salle, mais je peux vous donner des dizaines d'endroits qui ont une histoire qui dépasse la DDR, d'ailleurs, souvent, qui est antérieure, où vous n'avez rien, hein, et vous ne savez même pas le nom, hein, du lieu. Donc du coup, là, je pense qu'il y a quand même, c'est pour ça qu'il y a vraiment une volonté d'effacement, hein, c'est que, voilà, donc du coup, alors c'est pas partout, hein, on parle à bâton rompu, donc je caricature un peu, mais c'est quand même très marquant, hein, c'est-à-dire que, voilà, et ça change un petit peu, ça évolue. Alors évidemment, on peut dire oui, mais c'est pas évident de mémorialiser une ruine, sauf qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce que ces ruines, elles vont pas disparaître toutes. Mais ce qui est impressionnant justement à la lecture, c'est qu'on a l'impression que vous déambulez dans un pays de ruines, qui a un paysage. Le paysage est totalement... on n'a plus l'impression d'être dans un pays qui est pas si loin que ça. Alors, il faudrait pas caricaturer, il y a des endroits où Oui, c'est pas ça, bien sûr, c'est le risque, effectivement. Oui. J'ai fait une exposition à Berlin sur les ruines de Francfort-sur-l'Oder, et puis j'ai eu une réaction des habitants, ils m'ont dit oui, mais on n'a plus l'impression que notre ville c'est qu'une ruine. Alors j'ai vrai que c'était une vraie objection, hein, parce qu'évidemment il ne faut pas tomber dans l'excès. Voilà, Mais je peux vous assurer que dans certains lieux, pour un pays quand même qui est un des plus développés du monde, hein, on n'est pas encore une fois, voilà. Il y a des endroits, je ne sais même pas si l'entreprise elle est vivante ou pas. Voilà, parce que c'est tellement en demi-teinte. Et là, j'étais dans une ville qui est très intéressante et qui est pas très connue, parce qu'elle est justement, elle représente pas la DDR industrielle, c'est Neubrandenburg, hein, qui est au nord de Berlin. Et là, donc je voulais faire de l'urbex, puis voilà. Et quand vous regardez sur les sites, parce qu'il n'y a pas que moi, hein, qui fait ça, beaucoup de gens le font pour des tas de raisons. Neubrandenburg, personne n'en parle, hein, c'est vraiment c'est un non-lieu de l'urbex, hein, même les urbexeurs n'y vont pas. C'est tellement... voilà. Et moi, alors j'ai fait comme d'habitude, j'ai pris l'annuaire du BETSIRC de l'époque, j'ai regardé où étaient les entreprises, j'ai fait un peu de géographie industrielle, et voilà. Et puis je vais voir la rue principale qui à l'époque, bon, il y a plein de raisons, mais c'était très intéressant en fait l'industrialisation de ce coin-là. Et donc il y avait une rue immense, hein, qui était un peu le phare de toute une partie des industries. Donc ce lieu-là aujourd'hui, c'est vraiment c'est stalker, hein, c'est-à-dire que vous êtes dans un monde où il y a tous les 20 mètres, hein, il y a une immense usine abandonnée, et quand je dis une immense, hein, c'est des trucs qui font des milliers de mètres carrés, hein. Et donc du coup, et à un moment il y avait tellement de ruines que à un moment j'ai hésité, je me suis dit là c'est une ruine ou c'est plus une ruine, parce que l'entreprise était ambiguë, il y avait un truc qui semblait surnager, mais le paysage était tellement apocalyptique dans cette rue. Et attendez, j'ai calculé, je crois qu'elle fait 4 km de long, hein, donc c'est pas une petite section, hein, donc là vous êtes quand même dans un paysage qui est très étonnant pour un pays quand même, encore une fois. Et alors c'était génial ce truc-là, j'ai adoré cette ville, je connaissais pas bien, je suis allé qu'une fois. Et il se trouve qu'il y avait un camp annexe de Ravensbrück qui avait été là. Et alors donc c'est assez extraordinaire, c'est pour vous montrer cette mémoire allemande que je trouve très passionnante. Et le camp annexe de Ravensbrück, à l'époque de la RDA, était devenu l'immense combinat de logement. Voilà, et c'est une question passionnante le logement à l'époque de la DDR. Et donc cet immense combinat de logement dans cette rue de Neubrandenburg, il est là. Il est immense, hein, c'est un truc à urbexer, donc je suis rentré dedans, il y a des archives, vous trouvez encore plein de trucs. Alors ce qui est et vous savez absolument pas ce que c'est. Moi je le savais parce que et encore parfois j'ai du mal, hein, je croise mes différentes sources. J'ai repéré que c'était le combinat de logement, j'ai trouvé. Alors ce qui est très drôle, c'est que dans cet immense immeuble qui frappe tout le monde, il y a un tout petit panneau qui explique que c'était un camp annexe de Ravensbrück. Mais personne n'a jamais pensé vous dire quand même que c'est drôle. Vous vous demandez qu'est-ce que c'est maintenant quand même. C'est une question que c'est très bien d'avoir fait un panneau pour nous expliquer que c'était un camp annexe de femmes qui travaillaient là, mais il n'y a même pas 2 lignes. À la limite, vous ne faites pas l'histoire du combinat de logement, je veux bien, mais il n'y a même pas de ligne qui indique cet immense combinat que vous voyez devant vous, c'est l'ancien combinat DDR de logement. Vous voyez, donc, vous voyez ce paradoxe de la mémoire, hein, c'est-à-dire, il n'y a rien à voir du camp de Ravensbrück, mais vous êtes devant une ruine qui fait aller, je sais pas, 4000, 5000, 10 000 mètres carrés, c'est colossal, et vous ne savez même pas ce que c'est. Et c'est cette ambiguïté de la mémoire allemande que je trouve là quand même peut-être un peu... Alors je dis pas qu'il faut je dis pas que la mairie ou les autorités locales ont les moyens
de faire de ce combinat un musée du logement. Oui, C'est pas ça. mais... Ni de l'entretenir, ni de le sécuriser même, parce qu'on ne peut pas sécuriser, il y a tellement de trucs. Mais dans ce cas-là, on se dit, à partir du moment où il y a cette plaque de mémoire, expliquons juste ce que c'était. En plus, c'était hyper important le logement, ce combinat à l'époque, pour le baie de Cirque. Donc voilà, les historiens peuvent le faire. Ça prend 3 lignes. Mais vous voyez ce paradoxe on est super nickel sur tout ce qui a trait au nazisme, à la Seconde Guerre mondiale, et en même temps, cet immense lieu, on ne sait même pas ce que c'est. Ça m'avait beaucoup frappé comme paradoxe. Hein. Donc là, on peut faire des choses. Hein. C'est pas très compliqué d'expliquer, voilà, et d'expliquer pourquoi c'est en ruine, hein, hein, puisqu'à partir du moment où on suppose que si un camp, le panneau du camp de Ravensbrück, c'est pas juste un mémorial, c'est-à-dire qu'après tout, c'est pour des touristes, entre guillemets. Oui, à qui s'adresse ce panneau? En tous les cas, n'importe qui vient là, c'est-à-dire que c'est expliqué, c'est très bien fait. Oui. Hein, moi, je ne savais pas qu'il y avait ce camp, mais le panneau, il est très clair, il vous explique que c'était un camp de femmes, que c'était un camp annexe, il explique ce que c'est devenu après. Donc, c'est pas fait pour, c'est pas fait pour le type qui passe en voiture. Voilà, c'est fait pour des gens qui, théoriquement, en plus, il y a un petit centre médiéval, hein, c'est joli. Donc, on peut imaginer qu'il y a un petit peu de tourisme, sans doute un train allemand. Donc, du coup, vous voyez, ça pousse. Et un truc aussi qui m'a frappé pour vous montrer qu'il y a quand même des trucs à faire. Alors, je vous raconte pas tout dans le livre, mais j'ai consacré un passage au siège du SED, donc le Parti communiste, dans un arrondissement de Berlin, qui est l'arrondissement de Weissensee. Bon, pour ceux qui connaissent Berlin. Et il se trouve que j'ai acheté la plaque de ce bâtiment aux enchères sur eBay, pas très cher. Et donc, comme dans tous les lieux, je suis allé voir. C'est un lieu assez triste parce qu'il se trouve que c'est un orphelinat ou un hospice pour les enfants juifs qui étaient, je crois, sourds-muets. Et donc, qui ont été tous raflés et déportés à l'époque du nazisme. Donc, c'est un lieu de mémoire. Je ne savais pas avant. Hein, je suis allé voir. Et ça avait d'ailleurs, la RDA ne l'avait pas oublié. Il y avait une plaque qui le rappelait à l'époque de la RDA. Mais ils ont refait la plaque parce qu'ils trouvaient que ça sonnait trop RDA. Donc, voilà. Donc, ils ont refait la plaque pour dire à peu près la même chose en langage non RDA. Donc, en gros, que ces pauvres enfants avaient été déportés, etc. Donc, Mais ce qui est intéressant, c'est que c'était le siège du parti. Et donc là, ils l'ont refait il y a quelques mois. Ils auraient pu l'expliquer, puisque vous êtes devant un immeuble qui a une histoire après. Donc il ne s'agit pas d'en faire un lieu de mémoire, il ne s'agit pas d'en faire forcément, mais de dire, voilà, après, c'est intéressant de voir l'histoire d'un immeuble, quand on faisait être historien, de se dire qu'une institution juive est devenue le siège du parti. Bon, là, c'est à partir du moment où on en parle, vous voyez, mais il n'y a rien. Ils ont refait juste la plaque, mais ils n'ont rien dit. Hein, alors que c'est quand même, en plus, la SNZ, c'est un arrondissement très important, il s'est passé des tas de choses. Et vous voyez, cette double mémoire, je pense qu'on pourrait gagner quand même à raconter les choses en ne s'arrêtant pas en 45 à chaque fois. Hein, et donc quand c'est des hauts lieux de l'histoire allemande, là bon c'est pas un haut lieu, mais il y en a, c'est vraiment des trucs où il s'est passé vraiment des choses tout à fait passionnantes. Alors ce qui est marrant, c'est que, pardon je suis bavard, mais c'est des choses, voilà, c'est qu'il y a même des lieux qui ont été les lieux où se sont réunis tous les comment on dit, la table ronde, toutes les tables rondes, la ronde de Tisch après 89, et donc où ont siégé les opposants, donc ceux qui ont fait chuter la RDA. Et où il y avait les premières réunions des opposants à l'automne 89. Et donc, c'est drôle, donc moi je les ai retrouvés dans les archives, on voit c'est génial, vous avez le bâtiment, et vous avez les images, parfois c'était filmé dans certains cas. Il y a 2 cas précis, où c'est là que dans la ville, hein, il y a eu les premières réunions entre les opposants et le SED, etc. 0. Donc ça c'est pourtant un lieu de mémoire, ça va bien en plus dans le discours, même dans le discours aujourd'hui, mainstream. Vous voyez, non, vous ne le savez même pas, le truc est à l'abandon. Et en passant devant, vous savez même pas. Et j'ai vu parfois les films, hein, parce qu'il y a ces moments ont été filmés. C'est quand même génial. Hein, c'est là que le régime chancelle. Donc en termes d'histoire allemande, c'est des lieux qui sont extraordinaires. Donc on pourrait même mettre des photogrammes du film pour voir. Et ça, rien que dalle. Donc là, il y a quand même un déficit, à mon avis, et une volonté de ne pas raconter un certain nombre de choses. Et alors, est-ce que ce livre va être traduit en allemand ? C'est en discussion. J'ai pas, c'est la responsable des droits, hein, donc il est en lecture chez plusieurs éditeurs. Mais je pense que il y aurait peut-être des choses, enfin je sais pas, il faudra discuter avec des Allemands. Il y aurait peut-être des choses qu'ils connaissent eux que moi j'ai mis pour un public français. Par exemple, j'ai expliqué des choses qu'un public français n'est pas censé connaître, mais qu'un Allemand de l'Est connaît naturellement. Donc faudrait peut-être. Ceux de l'Ouest, ils doivent pas connaître non plus. Non, mais je pense qu'il faudrait peut-être un peu alléger quelques passages explicatifs. Voilà, mais c'est en tous les cas en négociation, voilà. Et alors, est-ce que vos confrères allemands qui parleraient français ont lu le livre ? Enfin, j'imagine que vous avez des confrères qui parlent français. Bien sûr. Comment a-t-il été reçu, le livre ?
Alors j'ai eu les premiers comptes rendus en allemand là qui viennent de sortir. Hein. Il a été très bien reçu. Alors une collègue donc avec qui j'avais déjà travaillé, donc elle, mais qui était quelqu'un de très différent de moi dans sa manière d'approcher l'histoire, beaucoup plus classique, hein, excellente historienne. Et elle m'a dit qu'elle a été totalement convaincue. Elle est de l'Ouest, hein, elle enseigne à l'Est, mais elle est professeure dans, et elle, ça lui a ouvert des horizons. Elle m'a dit, voilà, j'ai beaucoup aimé, avec voilà, cette idée que ça décale leur regard quand même sur leur propre histoire. Et j'ai eu un compte rendu, alors là, qui m'a beaucoup fait plaisir, que j'attendais pas forcément, dans le journal qui existe toujours, qui était le journal du parti à l'époque de la RDA, mais qui est aujourd'hui un journal de gauche, qui est Neues Deutschland. Et là, évidemment, j'avais peur, parce que je me dis, si je suis pas juste, là, je vais prendre cher. Parce que l'Allemagne de l'Est, ils l'ont dans la peau, et on les, voilà, et si mon ton est pas le bon, ou si j'ai écrit trop de bêtises, des bêtises, il y en a toujours, mais si l'ensemble ne va pas, ça va être sans pitié. En plus, les Allemands sont beaucoup plus critiques que les Français. En France, vous pouvez avoir une bonne critique et que le type aime pas le livre. Voilà, donc ça, il n'y a pas de problème. En Allemagne, quand ça tape bien, et je peux vous le dire en historien. En plus, entre historiens, ça tape direct. Hein. En plus, un Français qui est sur un sujet allemand, ça tape encore plus. Donc je me suis dit, voilà, si Neues Deutschland n'est pas content, ils le diront. Et le type a fait un compte rendu hyper positif. Et donc là, j'étais très content parce que je me suis dit, bon, voilà, lui, il a trouvé qu'il était très, très... Il a même dit des choses, voilà, très sympathiques. Et du coup, j'étais très content. Je me suis dit, là, il ne peut pas tromper un lectorat de l'Est. Il y a quand même quelque chose, si vous voulez, une tonalité. Voilà, j'ai dû trouver des choses quand même qui le... Voilà, ça m'a fait plaisir. Alors, il y en aura peut-être d'autres qui seront moins bienveillants. Mais voilà, et du coup, ça c'était rassurant qu'à la fois une université. Et puis, il y en a eu un autre aussi sur Deutschlandfunk, qui est aussi sympathique. Il dit, mais à mon avis, il a tort, que peut-être ça n'apprendrait pas tant de choses que ça aux gens de l'Est. Mais alors apprendre factuellement, oui, bien sûr, parce qu'ils ont vécu. Mais ce que j'imagine, c'est quand même que ça peut les faire réfléchir un peu différemment, et justement, sur leur propre passé. Bien sûr. Factuellement, non, bien sûr. Mais non, puis de la perception d'un Français sur ce pays. Et alors moi, on va arrêter là pour que les gens puissent poser les questions, mais je voulais juste terminer sur votre nom de famille qui vous prédestinait, Offenstadt. Ouais, c'est ça. Non, aller urbexer des lieux. Alors ça me donne beaucoup d'autorité en fait sur les questions allemandes, mais totalement à tort. Non, mais pas tellement sur l'allemand, mais sur la signification. C'est que tout le monde imagine que depuis tout petit, en fait, c'est tout à fait fallacieux comme histoire, parce que les Offenstadt ont émigré à la fin du 19e siècle. Donc du coup, le lien avec l'Allemagne est complètement oublié. Mes parents, par exemple, ne parlent pas un mot d'allemand. Ils ne sont pas spécialement fans de l'Allemagne pour d'autres raisons. Donc en fait, ça s'est complètement interrompu. Donc ça me donne une autorité totalement usurpée. Mais je pensais d'avoir une forme de germanité. En plus, votre... étymologie, bien sûr, hein, ça veut dire voilà, ville ouverte. C'était sur l'étymologie en fait que je trouvais amusant de... Ceci dit, on ne peut pas faire de la psychologie de bazar, mais... Seulement le mercredi soir. Voilà, c'est ça. Seulement le 13 du mois. Mais par contre, il y a quand même un truc en France qui me frappe beaucoup, alors que bon, quand même, c'est un pays évidemment d'immigration, c'est que, encore une fois, mes parents ne parlent pas allemand, il n'y a aucune tradition allemande chez nous, hein, sauf historique. Alors, enfin, si vous vous intéressez, oui, vous savez pourquoi ils ont immigré. Voilà, mais il n'y a aucune tradition transmise. Hein, zéro. Et au contraire, hein, c'était une famille juive, donc même l'Allemagne, j'ai eu des discours qui n'étaient pas forcément extrêmement bienveillants. Donc c'est pas du tout... il y a zéro transmission, mais je suis en permanence renvoyé par mon nom à la germanité. C'est incroyable, hein. Je crois qu'il n'y a pas une fois où vous ne pouvez pas réserver une chambre d'hôtel où on vous demande est-ce que vous êtes allemand, etc. Bon, pourtant, je ne suis pas le seul. Mais c'est intéressant. Et donc je me suis demandé si psychologiquement à quoi ça... On sait très bien hein, que les noms vous assignent aussi. Hein. Et donc peut-être que ça joue un rôle, hein, c'est quand même dans un rapport à l'Allemagne, mais un peu plus inconscient. Le fait d'y être toujours renvoyé, que vous le vouliez ou non, par votre nom. Hein, et donc ça peut être, donc il y a peut-être des effets quand même plus inconscients aussi. Évidemment, mais donc vous voyez, c'est pas du tout une forme de continuité, de retour aux sources ou de voilà, parce qu'il y a vraiment une interruption. Non, je le posais vraiment pas là-dessus. Vous pourriez d'ailleurs. C'était vraiment sur le fait d'une ville ouverte et que vous alliez. Non, mais c'est légitime. Hein, il y a des gens qui, je vous dis, qui m'accordent une autorité aussi. Est-ce que vous avez des questions? Il faut profiter de la présence de. Vous venez de dire que votre livre n'intéresserait pas les Allemands de l'Est.
Mais peut-être les générations avant 75, nées avant 75, mais les plus jeunes, peut-être que eux, ça leur apporterait quand même quelque chose. Je sais pas, c'est... Oui, vous avez raison, parce que par exemple, moi, mes étudiants, moi j'ai fait, je vous dis, donc j'ai enseigné à la Viadrina pendant 2 ans, donc j'ai enseigné sur ces questions-là, ce qui m'intéressait. En Allemagne, en plus j'ai de la chance quand on est prof invité, on peut vraiment faire les séminaires qu'on veut, donc moi j'ai fait beaucoup de choses sur les traces de la RDA avec mes étudiants. Et la Viadrina, c'est une université très intéressante parce que c'est très, très, très mélangé, parce que c'est une université qui est tournée vers l'Est de l'Europe, donc il y a des étudiants qui viennent vraiment de partout, c'est là je crois une des plus internationales d'Allemagne. Donc j'avais beaucoup de gens qui venaient d'Europe de l'Est, j'en avais beaucoup qui viennent aussi d'Allemagne de l'Est, de Berlin, etc. Et en fait, tous étaient intéressés parce qu'ils avaient l'impression qu'on leur avait pas transmis, qu'il y avait eu des volontés de les préserver de toute cette histoire. Et notamment j'avais une assistante, parce qu'en Allemagne c'est mieux qu'en France, on a des assistants pour faire les petites tâches, donc du coup avec elle on discutait souvent, puisqu'elle était, c'était un compagnonnage régulier. Et ça la fascinait de plus en plus ce qu'on faisait sur les traces, parce qu'elle me dit mes parents sont de l'Est, mais ils m'ont rien raconté du tout. Et je pense qu'il y a eu chez certaines familles, pas chez toutes, mais il y a eu certaines familles la volonté de ne pas transmettre les stigmates de l'histoire de l'Est. Et donc du coup là, effectivement, ces générations-là, et j'ai eu beaucoup de réactions positives chez mes étudiants. J'aurais fait faire un peu des travaux pratiques aussi, je les ai emmenés dans la ville, on est allé sur les traces. Ça, je l'avais déjà fait d'ailleurs ailleurs, à Toulouse, on avait fait le Toulouse roman, donc moi j'aime bien me balader dans la ville, vous l'avez compris. Mais là, je leur ai fait faire, et effectivement, vous avez peut-être raison, pour des plus jeunes. Vraiment les plus jeunes, parce que ce qui est intéressant, j'ai fait un chapitre sur la littérature est-allemande, à la fin du livre, et ce qui est intéressant, c'est que, assez paradoxalement, ça, les spécialistes de littérature l'ont bien étudié, parmi ceux qui transmettent aujourd'hui la mémoire de la RDA en littérature, il y a ceux qui ont été d'une génération qui ne l'a pas bien connu, des gens qui sont nés dans les années 70. Et donc c'est ce qu'on a appelé la génération Trabant. C'est donc des gens qui avaient entre 10 et 20 ans quand la RDA a disparu, et qui écrivent très vite leurs souvenirs, parce qu'ils sont tout jeunes en fait quand ils écrivent. C'est déjà des livres qui ont un certain temps. Donc c'est des gens qui entre 35 et 50 ans en quelque sorte, donc relativement jeunes, enfin, eu égard à l'écriture de ces souvenirs en tous les cas. En quelque sorte, ont voulu faire une forme de défense enfantine, quand je dis enfantine, pas dans la modalité, mais de leur enfance, en RDA. Et donc du coup, c'est intéressant parce que, en termes générationnels, c'est pas forcément les plus âgés. Eux n'avaient connu de la RDA que l'enfance, en fait. Ils avaient même à peine... Et du coup, et c'est assez passionnant, j'en ai lu beaucoup. Il y en a qui sont très actifs dans l'espace public. Et ils sont peut-être du coup moins complexés politiquement aussi. Ils ont moins à prouver qu'ils n'ont pas participé aux aspects déplaisants du régime. Et il y en a un d'ailleurs que j'ai écouté dans une conférence qui est très très marrant, qui s'appelle Jochen Schmidt, qui a écrit un bouquin qui s'appelle en gros RDA mode d'emploi. Alors lui, il a sillonné toute la RDA et il raconte à la recherche des traces un petit peu. Donc alors c'est plus superficiel que ce que j'ai fait parce qu'il le fait sous un mode journalistique. Donc il y a pas souvent il passe 1 heure ou 2. Mais c'est c'est un très beau livre, c'est très sympathique. On a parfois vu des lieux ensemble, en commun, donc c'était amusant. Il avait repéré une même plaque dans un ascenseur abandonné, ça c'était drôle. Donc on avait vu des trucs... Mais lui, il était totalement décomplexé. Donc c'est intéressant de voir que ce type, je sais pas, il est né je dirais au milieu des années 70, donc vraiment il n'a jamais eu de vie d'adulte en RDA, mais il en est vraiment un porteur de mémoire. Et lui, il est très cool, il est très marrant, il est très, très vivant, et il dit d'ailleurs... vous nous emmerdez avec nous dites la propagande était partout, mais vos publicités capitalistes, qu'est-ce que c'est d'autre que de la propagande? Mais il le dit pas du tout comme un communiste qui est en train de vous bâtir un truc, juste il en a rien à faire, et voilà, il raconte. Donc du coup, détaché. Et du coup, il y a toute cette génération là c'était dans pas dans ça, c'est dans Die Welt. Il y avait eu un numéro spécial sur ce qu'ils avaient appelé ça la génération Trabant. Donc c'est tous ces gens, et du coup c'est des porte-parole aussi. Donc vous voyez, en termes de génération, ceux-là ont beaucoup investi. En tous les cas. Il y a une génération littéraire qui a investi. Ouais. J'avais une question sur l'impact de votre travail du coup, sur la RDA par rapport à l'espace public. On va travailler là-dessus. Parce que du coup, on s'en aperçoit au fil de la lecture. On parlait des statues tout à l'heure qui sont derrière des herbes ou autres. Il y a une modification de cet espace public entre le moment où on est dans la RDA et aujourd'hui où on est en Allemagne de l'Est. Et du coup, j'aurais aimé avoir votre avis là-dessus.
Ah oui, il y a énormément de modifications de l'espace public. Là, c'est très très passionnant à suivre. Alors là, il y a plein d'autres travaux que les miens en allemand là-dessus. Il y en a une d'ailleurs il y a un livre qui est ressorti assez récemment que je discute. C'est très très intéressant. Elle a des hypothèses qui, à mon avis, sont discutables, mais qui sont très très fondées. Elle s'appelle Leni Beiersdorf. Voilà. Et elle a fait une grosse étude aussi sur la modification de l'espace public. Je suis pas mal en dialogue avec elle dans le livre. Et elle dit finalement, sa thèse, c'est de dire, elle a fait un certain nombre de comptages très sérieux de la disparition des statuts dans un certain nombre de villes. Elle dit finalement, il n'y en a pas eu tant que ça. C'est-à-dire qu'en gros, l'Allemagne de l'Est d'aujourd'hui conserve encore un espace public qui est assez proche de ce que fut la RDA. Et elle dit, en gros, la disparition, c'est entre 10 et 30%, ce qui n'est pas beaucoup, effectivement, pour un changement de régime. Et je me suis dit, en la lisant, j'avais pas fait les comptages exactement de la même manière, mais je me suis dit, à mon avis, elle se trompe. Elle se trompe parce que moi, ma position, c'est plutôt qu'en fait, cet espace public, il a été complètement modifié, et que son pourcentage, il est juste, hein. Enfin, ces comptages, c'est un très bon livre, hein, c'est pas ça. Mais, à mon avis, elle a sous-estimé beaucoup de choses. C'est que, premièrement, d'abord, il y a énormément de monuments centraux qui ont disparu. Donc, en termes de pourcentage, quand vous déplacez le Lénine, qui est sur la place centrale ici ou là, symboliquement, évidemment, ça casse quand même beaucoup l'espace public de la ville dans son ensemble. Hein, c'est le cas, par exemple, à Dresden, c'est le cas à Halle, c'est le cas ailleurs à Berlin et dans bien d'autres. Hein, quand les monuments qui étaient symboliques du régime ont disparu, même s'il en reste dans les quartiers périphériques, ça ne peut pas se compter. Il faudrait pondérer, hein, évidemment. Ça, c'est première critique. Donc, du coup, là, l'espace public a été très modifié. Hein, quand vous aviez le monument symbolique qui est dans toutes les cartes postales RDA qui a disparu, l'espace public est modifié. Deuxième élément, c'est très variable selon les lieux, ça c'est juste. Mais du coup, il y a des endroits où c'est très violent. Par exemple, moi je me rappelle d'une ville dans le Harz. Donc moi je prends toujours mon guide orange là, et qui s'appelle Blankenburg. Il y avait 4 ou 5 plaques, dont beaucoup des plaques antifascistes. Pour des antifascistes qui n'étaient pas liés aux aspects autoritaires du régime. Hein. Elles ont toutes disparu. Donc ça veut dire quand même que dans une ville en plus assez touristique, hein, le Harz c'est plutôt une région, ça veut dire qu'il n'y a plus rien de ce qu'avait été la mémoire de la RDA. Donc il y a quand même des lieux où ça a été vraiment un effacement complet. Et ça, du coup, son comptage le minimise. Hein. Et puis il y a un troisième élément aussi qui est très important dans la modification de l'espace public. Il y a encore 2. Elle le sait tout ça. Hein. Encore une fois, c'est un très bon livre, hein, mais c'est simplement une question de peser. Il y a aussi un élément, c'est la place que ça occupe par rapport aux configurations contemporaines dans l'espace public. Et par exemple, si vous êtes au fond d'un parc qui est plus ou moins abandonné, qui n'est pas entretenu, même si la statue est toujours là, ça n'a pas la même impact que si à l'époque c'était le lieu, par exemple. Il y a une statue, par exemple, qui est très intéressante à Francfort-sur-l'Oder, que voyait tout le monde parce qu'il y avait à l'époque une scène de plein air. Hein, Freilichtbühne. Et donc du coup, quand vous y alliez voir un spectacle, vous aviez la statue. Sauf que la scène a totalement disparu. J'ai même pas réussi à retrouver où était les gradins, tellement l'espace a été modifié. Donc la pauvre statue toute seule là, il n'y a que moi qui vais la voir. Donc du coup, là, évidemment, l'espace public modifie, en fait, sans que la statue bouge. C'est la modification de l'environnement. Hein, donc du coup, c'est un troisième élément qui modifie l'espace public. Et il y en a un quatrième qui est le plus intéressant. C'est ce que j'ai appelé la politique du cantonnement. C'est-à-dire qu'on garde la statue, ou on garde le monument RDA, mais on le déplace dans un endroit où il n'y a plus aucune visibilité. Alors, il peut être très bien préservé, hein, il peut être entretenu, il peut être même nettoyé. Et du coup, évidemment, il perd de son sens. Et donc, j'en ai publié il y a quelques exemples qui sont intéressants. Par exemple, il y avait une très beau sculpture d'un soldat de l'armée rouge qui était tout près de la gare à Dresde. Non, à Dresde-Neustadt, pardon. Et donc, il était central sur une grande place. On ne pouvait pas le manquer hein, quand on traversait le fleuve. Et maintenant, il est devant le musée d'histoire militaire. Mais quand vous allez au musée, il est à côté. Donc, vous voyez, il est là, il est bien préservé. En plus, devant un musée, ça fait sens. Mais son rôle, il n'a plus aucun sens, en fait, politique ni symbolique. Hein, parce que, voilà, quand vous allez au musée, vous allez voir des statues, il y en a une parmi tant d'autres. Et donc, du coup, c'est ce que j'appelle le cantonnement. Là, il y a le maintien, mais dans un lieu où il est démonétisé. Alors ça encore, vous pouvez me dire, ok, ça se comprend bien. Mais ça arrive il y a 2 cas qui sont intéressants. C'est des sculptures de Karl Liebknecht, donc le héros du mouvement ouvrier, assassiné en 19, qui était central dans la ville. Il y a un exemple à Potsdam et un autre à Lukao, et qui aujourd'hui ont été mis sur des chemins piétonniers. Donc plus du tout visibles par le type qui passe rapidement. Et donc cette politique du cantonnement, c'est très intéressant parce qu'évidemment, ça déplace complètement le sens et ça modifie le rôle dans l'espace public.
Et donc du coup, vous voyez, c'est assez intéressant de voir que cet espace, il est très modifié. Et du coup, ce qui est marrant aussi, c'est que parfois des modifications de l'espace public parfois, peuvent redonner du coup à la statue. Hein, quand il y a un carrefour qui est la met en valeur, il peut y avoir des côtés positifs. Hein, j'ai vu quelques cas assez récents, c'était pas pour des statues, mais c'était des peintures. C'est des trucs qui avaient été oubliés, qui avaient été murés. Quand on a fait les travaux, on les a redécouvertes. Et comme maintenant on est quand même un peu plus attentif, du coup, ça reprend place dans l'espace public. Donc il peut y avoir, et ça commence un processus réversible. Hein, c'est-à-dire que tout le monde se rend compte quand même que les artistes de RDA, ils n'étaient pas plus mauvais que les autres. Et que donc du coup, il n'y avait pas spécialement de raison que toutes leurs œuvres soient systématiquement abandonnées. Donc du coup, il y a un peu un retour de balancier qui commence doucement, hein, pour plein de raisons, qui fait que du coup, dans l'espace public, on est un peu plus attentif. Voilà. Et d'ailleurs, les Allemands de l'Est aussi commencent aussi à être plus offensifs dans cette défense. Parce que c'est des gens plus jeunes qui, encore une fois, n'ont pas montré patte blanche par rapport à l'histoire du régime. Là, j'ai travaillé un tout petit peu, je l'ai croisé, on a fait un truc ensemble, un architecte de Eisenhüttenstadt qui s'appelle Martin Maleschka, qui lui aussi, c'est un peu comme Schmitt, c'est un peu des obsessionnels, bon, moi aussi remarqué. Et lui, il recense tout l'art public de RDA qui est encore visible. L'art public, ça va loin, hein, ça va être des carreaux de mosaïque au bas d'un immeuble, en passant par quelques décors d'acier sur un autre, hein, il n'y a aucune hiérarchie, hein, donc ça va aussi bien. Et il vient de faire un livre qui vient de sortir, où il a parcouru toute l'Allemagne de l'Est, hein, pour sauver par la photographie, c'est un vrai bon photographe lui, et ça vient de paraître. Donc du coup, mais c'est aussi offensif, parce qu'en disant ça, il dit aussi tout ce qui a été détruit, et tout ce qu'il faut préserver. Donc vous commencez à avoir un peu cette saisie par les Allemands de l'Est, et lui aussi, il est jeune, hein, il a une quarantaine d'années, donc il n'a pas de compte à régler. Voilà, si ce n'est que lui, il est né, je crois qu'il est né à Cottbus, vécu à Eisenhüttenstadt. C'est vraiment un enfant de l'Est, mais il est d'une génération où il n'y a pas de discours à tenir sur ce que vous avez fait. Voilà. Et du coup, c'est très militant. Pas militant politiquement, mais militant, si vous voulez, à la fois artistiquement et on pourrait dire géographiquement, pour sauver ce patrimoine. Est-ce que vous avez participé à la mise en ligne ou à la valorisation de ce que vous faites comme constitution de corpus actuellement, les photos sur Twitter par exemple? Je pense à Paula Kirby qui poste une photo de la RDA tous les jours sur Twitter. Donc c'est les photos de souvenirs d'enfance pour certains, pour les Allemands de l'Est, ou un autre cosmonaute qui poste des mosaïques, des graphismes, tout ça. Comme c'est aussi la tendance urbex, est-ce que d'une manière ou d'une autre vous avez participé à la mise en ligne, à la valorisation en ligne? Alors, je l'ai fait non systématiquement sur Facebook et Twitter, c'est-à-dire que j'ai plutôt à titre plutôt justement de questionnement, mais j'ai souvent, par exemple, même quand j'urbexais, ça m'arrivait de poster des choses intéressantes que je trouvais très systématiquement sur Twitter, et c'est intéressant parce qu'on ne se rend pas compte des effets des réseaux sociaux mais du coup, comme je l'ai fait depuis des années, hein, donc ça fait maintenant 6-7 ans, il y a des gens qui ont finalement un rapport à mon travail qui est plus lié à ce que j'ai posté sur Facebook qu'à la lecture, hein, de ce que j'ai pu écrire. Donc je l'ai fait pas systématiquement. Maintenant, l'étape qui m'intéresse, d'ailleurs ça sera mon prochain livre, ce sera un peu ça, je suis en train d'essayer de réfléchir à un aspect plus systématique et plus visuel. L'étape, mais je ne sais pas encore dans quelle mesure, c'est de faire une forme de recensement systématique des lieux, hein, que j'ai visités, d'autant que certains ont disparu, et de le faire plutôt sous forme d'un blog. Hein, j'avais commencé plutôt pour en faire... Parce que bon, comme historien, on a toujours le sens plus du corpus que de l'éphémère. Twitter, ça devient vite de l'éphémère. Donc c'est un peu l'étape dans laquelle je suis en train de réfléchir. Hein, parce que déjà, c'est intéressant parce qu'en fait, il y a un côté qui est marrant pour un historien, c'est que vous êtes un peu parfois dans une forme de sauvetage d'urgence. Et il se trouve que j'ai... un des trucs que j'ai fait systématiquement, j'ai fait une partie de mon travail avec un photographe professionnel, lui, un vrai bon photographe, et qui a recensé systématiquement avec des belles photos, des beaux trucs. Et il se trouve qu'on est les derniers à être rentrés en urbex dans une maison de la culture à Francfort-sur-l'Oder qui a brûlé. Et du coup, la journaliste nous a appelés en urgence en disant « Vous êtes les derniers, vite les photos, parce qu'il n'y a plus rien. » Donc vous voyez, il y a cet aspect donc cette idée de sauvetage d'urgence me fait penser que peut-être réfléchir à mettre en ligne. Voilà, d'autant que si vous voulez, il y a beaucoup, comme vous le dites, d'urbexeurs qui le font, mais ils le font sans logique savante. C'est-à-dire que ça peut être très beau esthétiquement, et puis on voit bien que il y a un regard urbex esthétique qui moi m'intéresse pas. Enfin, il m'intéresse pas intellectuellement. Ça m'intéresse parce que j'adore l'urbex, donc je regarde tout ce qu'ils font.
Mais si vous voulez, on voit qu'ils prennent toujours les mêmes photos, c'est toujours les mêmes cadrages, c'est toujours les mêmes couleurs, c'est toujours la même post-production de la photo. Et moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Moi, c'est toujours j'ai un rapport beaucoup plus historien. Donc, je vais faire un livre à partir de ça, en publiant mes propres photos, aussi nulles soient-elles, mais parce que justement, je veux pas le regard esthétisant. Donc voilà, donc c'est la prochaine étape, le côté un peu corpus. Il y avait une autre question par là. Dans les archives que vous avez étudiées et trouvées, quelle est la part des photographies trouvées? Est-ce qu'il y a des représentations particulières ou non? Alors, j'ai jamais trouvé de corpus photographique complet. Ce que j'ai trouvé, c'est quelques photos isolées qui sont... j'ai trouvé dans une caserne russe, j'ai vu quelques photos de types qui s'amusaient, de soldats russes qui a pris les photos. Je suis jamais tombé sur un corpus, donc c'est difficile d'avoir... les photos sur lesquelles je suis tombé, c'était totalement de hasard, hein, de trucs qui étaient laissés là. J'ai trouvé des cartes postales qui étaient écrites, etc. Mais donc du point de vue des représentations, j'ai pas trouvé grand-chose. J'ai trouvé beaucoup de documentation avec beaucoup d'illustrés, ça oui. Donc ça, mais c'est vrai que les corpus photographiques ont été pas mal récupérés. Alors par exemple, ce que j'ai fait quand même, c'est que j'en ai acheté une fois sur eBay un corpus qui était intéressant. C'était une représentation d'une manœuvre militaire à Stolberg. Et j'y suis retourné et j'ai regardé les lieux avec les photos. Hein, donc j'ai quand même parfois travaillé comme ça. Je me suis dit, tiens, donc je l'ai fait systématiquement. Et c'était assez intéressant aussi, parce que là, vous avez un regard qui est très intéressant sur qu'est-ce que devient... voilà. Et là, il y a une dame qui travaillait dans une des entreprises qui avait disparu, qui était sur le parking. Puis là aussi, pareil, les gens viennent vous parler, vous êtes avec des photos DDR en train de tourner, vous voyez, autour d'un parking. Donc les gens vite s'arrêtent, et puis c'était il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas pu en parler dans le livre, je l'ai fait après, ça. Donc, vous voyez, mais on trouve des corpus de photos, mais plutôt dans les brocantes et sur eBay. J'en ai quasiment jamais trouvé en urbex proprement parlé. Voilà. Sauf quelques photos isolées. Est-ce que justement, quand vous rencontrez des gens dans l'urbex qui vous demandent qu'est-ce que vous faites là, pourquoi vous prenez ça, est-ce que vous leur dites de but en blanc que vous êtes historien, ou quand ils commencent à vous raconter des choses, ou alors est-ce que vous le cachez peut-être dans un premier lieu pour essayer de voir ce qu'ils peuvent dire, si c'est intéressant, et si pas moyen d'avoir plus d'informations en disant pas d'enlever que vous êtes historien? En fait, c'est plutôt un passeport, c'est-à-dire que moi je le dis tout de suite, et je le dis tout de suite, et encore une fois, comme moi, on entend tout de suite que je parle pas un allemand d'allemand. Du coup, il y a la méfiance qui tombe, hein, de ne pas être quelqu'un de l'Ouest ou Donc le fait de dire que vous êtes historien et qu'ils entendent que vous parlez, ils ne reconnaissent pas forcément l'accent français, mais en tous les cas, au contraire, ça n'a jamais été pour moi ça a été plutôt un point positif, c'est-à-dire que ça déclenche la parole en fait. Hein, ça l'inhibe pas du tout. Ah, vous êtes historien, etc. En plus, bon voilà. Alors selon le type en plus, j'ai plusieurs cordes à mon arc. C'est-à-dire qu'en fonction de mon interlocuteur, soit je jouais la Sorbonne, quand je voyais que c'était quelqu'un à qui ça pouvait parler, soit quand j'étais de l'Est, quand j'étais des gens de l'Est, je disais Francfort-Oder, donc là ça marchait bien, la Viadrina, tout le monde connaît. Donc je m'adaptais un petit peu à mon interlocuteur, mais au contraire, la qualité d'historien n'a jamais été, je les ai jamais sentis en retrait, au contraire, c'était plutôt un gage et même, j'en parlais tout à l'heure, mais le type le plus méfiant que j'ai eu, c'était... bon, là, c'est normal, je suis rentré chez lui, mais bon... c'était pas de l'urbex. Mais voilà, c'est... Il y a des moments, c'est ce que je disais, il y a un moment, il faut que vous vous arrêtiez, parce que... J'étais avec une collègue, on était en train de faire un urbex, à un moment, elle me dit, mais... Et c'est un truc, je voulais absolument le voir. C'était l'école d'un autre parti qui existait, l'école du NDPD, qui était là, un parti du Front National en RDA. Il y avait une école, j'avais envie de rentrer. Et en fait, il y avait des gens dedans, il était en restauration, elle me dit, mais en fait, tu sais que tu peux pas rentrer là, c'est plus de l'urbex. Je fais, ah oui, c'est vrai, ça s'appelle de l'infiltration. J'ai fait, oui, c'est vrai, donc on va s'arrêter là. Vous avez un moment, vous voyez, vous êtes plus parfois étanche avec vous-même. Vous pensez que tout vous appartient, que vous pouvez rentrer partout. Et là, c'était intéressant parce que ça m'intéressait beaucoup aussi sur le plan historique. C'était l'ancienne école Rosa Luxembourg, près de Berlin, à la frontière de Berlin du Brandebourg, à Schöneuche-Fichtenau. Et là, en fait, c'était une villa que le parti avait achetée, je crois, en 29. Non, c'était la villa, c'était à une communiste suisse qui l'avait donnée au parti, Mentona Moser. Une
communiste suisse, mécène, très riche. Et donc le parti en avait fait une école de formation des cadres entre 29 et 33. En 33, c'était devenu la villa Adolf Hitler. Et ensuite, la RDA l'a récupéré, d'abord les Russes, et ils en ont fait ensuite encore l'école du parti, puis c'est devenu un cabinet de tradition pour rappeler celle de... Voilà. Et donc je voulais absolument y aller, parce que... Et en fait, c'est devenu... les héritiers de Mentona Moser l'ont repris, après 90, et ils l'ont vendu comme... Voilà. Donc il y avait un monsieur, et il se trouve que j'y vais. Bon, et je vous dis, à un moment, on perd un peu la notion, donc je vois que c'est ouvert, je commence à rentrer, et il y a un jeune homme qui arrive, il dit, qu'est-ce que vous voulez? Alors je lui explique mon truc, en allemand, bien sûr. Et en fait, il me répond, je dis, mais il a un gros accent celui-là. Et en fait, c'est un français, donc on est passé en français. Et il me dit, ah ben vous êtes français, il est étudiant et tout. Il me dit, bah, je vais vous faire visiter, mon grand-père est pas là, je pense qu'il n'aura rien contre, on commence. Et le grand-père arrive après, grand bourgeois de l'Ouest, très voilà, sûr de lui-même, et il me dit, mais qu'est-ce que vous faites là, etc. C'est privé. Il commence à m'engueuler, à monter sur ses grands chevaux, il engueule son petit-fils de m'avoir laissé rentrer. Ça commence à mal tourner, etc. Puis il me dit, mais qu'est-ce que vous voulez, etc. Je lui dis, je suis universitaire, je suis prof à la Viadrina. Il me dit, ah bon? Il me dit, montrez-moi votre carte. Bon, alors je lui montre ma carte, une carte de la Viadrina. Il me dit, ah bon, etc. Et là, il dit, je suis historien, ça m'intéresse l'histoire de votre villa. Et là, il a été génial, il s'est transmuté, le grand-père. Il y avait plus de, il m'avait dit private, etc. Et là, il n'y avait plus de private, on pouvait rentrer partout, il m'a montré, etc. Il m'a même donné les souvenirs de Mentona Moser, qui était resté en 50 exemplaires depuis l'époque du parti. Donc du coup, voilà. Donc la qualité d'historien a toujours été un passeport en fait, y compris avec des gens au début rétifs, y compris quand vous avez un peu outrepassé vos droits, puisque là effectivement c'était très limite. Et donc du coup, j'ai jamais eu de réticence ou de discours que j'ai senti se replier, se tenir plus à distance. Voilà. Et voilà, personne me dit ah je veux pas qu'on raconte ça, etc. Voilà. Et même quand je leur dis bah, je vais l'utiliser, etc. Ils étaient plutôt partants. Vous voyez, donc c'est un bon passeport. C'est plutôt protecteur. Eh bien, s'il n'y a plus de questions, on va vous laisser vous reposer la voix. Voilà, c'est un temps. Voilà, de pause. Ouais, de pause. Et on peut encore. Et non, on va devoir arrêter parce qu'il va D'accord. falloir aller manger. Très bien. Il n'y a pas de temps pour Mais- mettre. Si vous pouvez. On peut dédicacer. Voilà, des gens, vous avez un petit quart d'heure si vous voulez échanger voilà, en direct avec Nicolas Offenstadt, si vous voulez faire dédicacer l'ouvrage. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir Merci de toutes ces questions accepté passionnantes. de prolonger votre visite à Clermont-Ferrand. Merci beaucoup. Avec plaisir.